Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. Vous le savez bien, les amis, je suis là, tout va bien. Désolé pour le retard, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Otep à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Je vois que, bon, les amis, j'ai envie de faire des dédicaces, mais quand je vois Rose, quand je vois Billy, où sont les Kémites? Où sont les Kémites de cette chaîne, les amis? Où est-ce que vous êtes passés? Vous avez changé de camp? Vous avez tous pris des noms des locodermes? Je vois Madi. Bon, il y a SIECLE qui est là, ok. Mais le reste, là, les amis, c'est pas du tout du bon, les amis. Il faut qu'on répare ça. Bref, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec Mama Bakuma qui va m'aider à traduire parce que j'ai un frère qui est aux États-Unis. C'est le frère ASAR IMHOTEP. Frère ASAR IMHOTEP. OTEP. Est-ce que tu m'entends? Brother, can you hear us? Yes, I can hear you well. Peace and blessings. Excellent. Je vous entends bien. Bon, frère ASAR IMHOTEP, c'est, je pense, la deuxième ou la troisième fois que tu viens sur cette chaîne. D'ailleurs, merci parce qu'à chaque fois que je t'ai appelé pour venir sur cette chaîne, vraiment, mon frère, tu as toujours été opérationnel pour pouvoir partager ton savoir. Donc, je te dis OTEP et bienvenue. Brother Mabali is thanking you because it's the second, maybe the third time you come here in the show, and every time you come here, you share your knowledge in a very particular way. So, thank you and welcome. Oh là là, on n'a plus de son. We can hear you. On n'a plus de son. My bad, I had it on mute. But I appreciate you very much for having me again, and I look forward to our conversation. Il te remercie et il a hâte que l'on commence. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le frère ASAR IMHOTEP, qui est le frère ASAR IMHOTEP? So, for the people who doesn't know the brother IMHOTEP, who is the brother IMHOTEP? Well, I am a son of the soil, born and raised in the United States. I am a software engineer, computer scientist by trade, and a linguist and historian by calling. Il explique qu'il est tout simplement un fils de la Terre. Il est né aux États-Unis. Il est linguiste, il se qualifie comme linguiste et chercheur. Et il est également ingénieur informatique de formation. Excellent. Frère, alors tu es ingénieur en informatique, les gens t'entendent, mais ils se disent, mais en fait, nous, on n'est pas venu voir l'informaticien. Nous, on n'est pas venu voir de l'informatique ici, là. Qu'est-ce qui t'a emmené à être passionné des langues alors que tu es dans l'informatique? C'est quand même deux mondes différents. Brother Mabali says that you introduce yourself as a software engineer, but we're not here to talk about software or anything like that. How comes you started from this side, engineering, and coming to the African knowledge and research? They're actually interrelated. Because software coding and language and mathematics are all language. It's still linguistics. So when you're doing software development, you're just applying linguistics to the language of computers. Versus, go ahead, I'm sorry. Go ahead, sorry. No, go ahead. Il explique que ce soit le développement, le software, les logiciels, le développement de logiciels, que ce soit le code, que ce soit les mathématiques, tout ça c'est lié, ce sont des langages. Et son métier qui est de développer des logiciels, ce n'est que parler le langue de l'informatique. Donc pour lui, tout ça c'est lié. Il y a une connexion entre... Il y a une connexion, oui. Okay. And it's two types of languages. There's informal language and formal language. Human beings, the study of human languages is the study of informal languages. The study of mathematics and the study of computer language and software development is informal languages. So when you're doing linguistics, you're doing either or, but a lot of us do both.
Il explique qu'il y a deux types de langage. Il y a le langage informel, dans lequel on retrouve l'étude des mathématiques, tout ce qui est des ordinateurs, logiciels, etc. Et maintenant, il y a le langage formel, qui concerne maintenant la langue que l'on parle, nous, les êtres humains. Et concernant l'ancienne Égypte, d'où vient cette passion pour l'ancienne Égypte? Parce que je vois que le frère, c'est quelque chose qui lui tient quand même à cœur, et notamment cette histoire de langue. D'où ça vient, ça? Brother Mabali wants to know, where does this come from, the passion that you have from ancient Egypt? Et la langue et le langage. And the language, the study of the languages. Well, as I stated in our conversation before going live, it started with Congo and Congo languages because I was studying capoeira as a child. Il explique que tout ça a commencé lorsqu'il a commencé de la capoeira quand il était enfant. Et c'est là qu'il a vu un certain intérêt pour le Congo global et les langues Congo. Go ahead, brother. And when you study Congo Angola, of course, you come across the works of the late Dr. Fouquial. Il explique que quand tu t'intéresses au Congo ou même à l'Angola, tu vas maintenant tomber sur des recherches du docteur Fouquial. When I started reading Fouquial's works in high school, and then when I went to college, and this is in the 1990s, I got into a deeper study of ancient Egypt. That's when I start seeing the parallels. Il explique que lorsqu'il a été au lycée puis ensuite à la faculté dans les années 90, il a approfondi ses lectures du docteur Fouquial et il a vu également les liens quand il a appris, il a suivi l'enseignement à l'université, il a eu des cours sur l'ancienne Égypte et c'est là qu'il a fait le lien entre ce qu'il a appris au niveau de la capoeira, donc dans ses recherches personnelles, et ce qu'il a appris avec l'ancienne Égypte dans son enseignement universitaire. Et c'est là qu'il a fait le lien entre l'ancienne Égypte et le Congo. D'accord. And the more I started studying ancient Kemet, ancient Egypt, the more I realized that I had to learn the language and to learn the script so that if I'm making connections between Congo and Egypt, that they were on a scientific basis. Il explique que plus il faisait des recherches sur l'ancienne Égypte, plus il s'est rendu compte qu'il devait forcément apprendre la langue pour pouvoir bien comprendre ce qu'il cherchait. Et il a fait le lien entre les langues Congo et c'est ça. C'est comme ça qu'il a fait la connexion en fait. Il a vraiment approfondi ses recherches sur l'ancienne Égypte. So that's in essence how the linguistics came about, because it was in order for me to answer my research questions, I had to learn that skill. Pour répondre à ses propres questions, il devait avoir cette capacité maintenant, cette capacité linguistique d'apprendre les langues et c'est ce qui l'a permis, c'est ce qui lui a donné envie en tout cas de se tourner vers ce type de recherche, la langue. Mais quelles questions il se pose? Parce qu'il m'a dit qu'apparemment, pour répondre à ces questions, mais quelles questions? What question did you ask yourself at that time? Well, there were several, but it started out with the grand question of the origins of the ancient Egyptians. Il a eu beaucoup de questions, il s'est posé beaucoup de questions, mais principalement les origines des Égyptiens de l'ancienne époque, de l'ancienne Égypte. Ok. Est-ce que c'est une question qui le tracasse encore aujourd'hui ou aujourd'hui il a toutes les réponses? Is it still a question that you ask yourself, or do you have all the knowledge now? Do you have all the answers? Well, no one has all the answers, but since I've been researching this for the past 25 years or so, I have better evidence to answer those questions. I have stronger evidence to answer those questions.
Il dit que personne n'a toutes les réponses, mais puisque ça fait 25 ans qu'il se pose ces questions, il a quand même de meilleurs indices sur les questions qu'il se pose. Mais il se pose toujours des questions. Alors, aide-nous un peu à comprendre, parce que du coup, tu as pu répondre à tes questions. Quel type de réponse aujourd'hui tu as? Okay, so what kind of answer did you have? Maybe you can help us. Oula. The short answer is it's complicated. La réponse courte, c'est compliqué. Oh, mon ami, tu m'intéresses. Bon, égyptien, noir, noir, Yes. pas noir, So, Yes. blanc. Brother Mabali is interested. Were the Egyptians black? Were they white? That is a nuanced question. Alors, c'est une The- question qu'il faut nuancer. Ok. The culture and the people who founded the civilization is indeed Black African folks. Ok. On l'a échappé belle. Continue. Go ahead, Ah brother. non, traduis d'abord, Ok. traduis, parce que les gens n'ont pas compris peut-être. Ok, sorry. Il explique que la culture et les peuples qu'on a trouvés étaient Qui ont noirs. fondé cette Qui ont civilisation. fondé cette civilisation étaient noirs. Bon, d'accord, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, However, there were various migrations coming out of Europe and the Middle East over time. And so you treat it in the same way like here in the United States. The natives, the Indian folks, they are the originators. They are the people of this land. But because of European invasions and the enslavement of Africans, and then other folks come in, the United States is multicultural, multi-ethnic. But the founders, the originators, are of a particular type. And that's the same with Kemet. Il explique que, on l'a vu, le peuple de base c'était un peuple noir, mais qu'il y a eu énormément de migrations à l'époque, principalement de l'Europe. Et il donne pour exemple les États-Unis. Il y avait un peuple originel et la migration européenne a fait que maintenant les États-Unis sont un endroit multiculturel avec beaucoup de mixité entre guillemets. Ouais, et mais c'est ce qu'il explique pour l'Égypte. ouais, mais là, mon frère, tu fais quand même un peu peur par rapport à ton exemple. Comment il faut vraiment que tu traduis ça, hein, parce que ça va je vais être un peu long. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu me parles des autochtones américains, lorsqu'on regarde ce que l'Amérique a bâti, il faut exclure ces autochtones-là. Parce que même s'il y a un apport, cet apport-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas trop sur la technologie, on ne le voit pas trop sur les sciences, on ne le voit pas trop sur l'art, on ne le voit pas trop. Il est peut-être là, hein, mais en tout cas, nous autres là, qui sont en dehors de l'Amérique, on ne le voit pas. Donc, est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire que nous avons des autochtones qui avaient peut-être une culture, qui ont peut-être fondé autre chose, quelque chose, et puis il y a les migrants qui déboulent, qui eux maintenant vont sublimer, vont faire complètement quelque chose de différent, et un peu comme en Amérique, parce que tu as pris l'exemple de l'Amérique. Maman Bakouma, est-ce que tu vas bien me traduire? C'est parti. Bon courage. Brother Mabali have a question about, because you take an example as the original people of the United States. So his question is, okay, there is an original people in this land, and did they build something? Because now with that migration, as you said, where is that impact of the original people? Does the original people in the United States leave an impact about in the art, or maybe in the science or something? Or maybe just those people who came like in a migration way and they just develop everything? How is it possible? No. How it goes? Is it the same for the Egypt? No. And in the beginning periods, the Remech, the Romi, the Lomi, they had the prestige, the technology, and the power, basically all throughout Egyptian history. So much so
that when people came and settled, they adopted Egyptian culture, language, technologies, and the like. So we know the influence of Egypt on Greece, Egypt on Rome, even Egypt on the United States, in terms of they're still influencing even in the 21st century. Il explique, il revient sur une certaine époque et il parle du prestige qu'il y avait dans l'Égypte ancienne, que l'on peut retrouver, c'est documenté. On parle de technologie, de pouvoir. Et il dit que les personnes qui se sont installées ont simplement, se sont basées sur ce qui était déjà présent et on le retrouve encore aujourd'hui dans la civilisation européenne ou même aux États-Unis. Ok. Donc ils n'ont fait que s'adapter ou faire évoluer ce qui était déjà sur place en fait. À partir de quel moment, à partir de quelle époque, on va dire que l'influence des autochtones n'est plus aussi puissante parce que ils sont submergés par les autres. À partir de quelle époque? Brother Mabel is asking, can you tell us roughly around what time can we say that the influence of the original people is erased by the people coming with the migration? The beginning starts during the second intermediate period, and the 25th Kushite dynasty attempts to bring it back, but then after that it just goes downhill, um, going into the Greek and Roman period. So anywhere between like 3200 BCE to like 1600 BCE. That's the main influential part. That's when everything is really kind of built, the language is set, and the influences um, are set. But then you have the Libyan invasions, you have the Greco-Roman invasions, then you have the Turkish, then you have the British, the Arab. It's all of these different forces. After this period, really, kind of after 600 AD. I mean, excuse me, 600 BC. Like that's when they really start coming in full. Il explique globalement que 3200 avant le monsieur sur la croix et 1600 avant, il explique que c'est là que beaucoup de choses se sont formées, que beaucoup d'influences ont permis de mettre en place les différentes langues, toujours à cause de ces migrations, et qu'après ça, il nous parle des influences donc des Libyens, les influences des invasions gréco-romaines, des Britanniques, etc. Tu sais, en locodermie ici, certains locodermes font des vidéos et avouent dans ces vidéos que oui, effectivement, il y a eu des pharaons noirs, pas de problème. Mais ce ne sont uniquement les pharaons de la 25e dynastie et leur règne n'a duré qu'une dizaine d'années. Donc tout le reste là, on vous accorde du fait qu'il y a eu des Égyptiens noirs, mais uniquement durant la période de la 25e dynastie. Comment on peut contester cet argument-là? Brother Mabali says that there's a lot of white people making videos saying that they agree that there was black pharaoh only on the 25th dynasty and only for a certain time, maybe 10 years or so, not more. How can we disconstruct this idea? How can we, do we have any evidence that it's not true, it's not accurate? Yes, and that's a whole separate presentation in of itself. And so I have a video right now that, but it's in English, where some scientists are discussing, a black pharaoh from the sixth dynasty. Et il explique qu'il a ce sujet-là, ça nécessite une
une deuxième présentation, qu'il a même une vidéo qui parle où des scientifiques évoquent le fait qu'il y aurait des pharaons noirs jusqu'à la 6e dynastie. I'm trying to find it now. Let me see if, Il essaye de la trouver. No. Qui me disent dès qu'il a la vidéo ou le... Okay, brother. Whenever you're ready to have it, to share it. All right. Okay. Okay. So I'm gonna play a little bit, and then you can interpret what he is saying. Okay. So I'm gonna stop sharing, and I'm gonna reshare because I want to share the audio. Okay. As well. So. Il va mettre la fameuse vidéo en question. Oui. Dès que c'est opérationnel, qu'ils me disent comme ça, je partage. Okay. Whenever it's ready, you just let me know. Okay. C'est right. Bon? Go ahead. Yeah, c'est parti. All right. Okay. But the CT scan has one more surprise for Alejandro. Shamai's ethnicity. So this is a scientific team examining the mummy of a pharaoh by the name of Shemaiah from the 6th dynasty. Donc là, il explique que c'est une équipe de scientifiques qui sont en train d'étudier, de voir les scans d'une momie d'un pharaon qui s'appelle Shemaiah, qui a vécu à la 6e dynastie. Well, they have just told me that Shemaiah had a Nubian feature. Did you hear him? Yes. Donc là, il explique que d'après ce qu'ils voient sur leur écran, après le scan, ils peuvent affirmer que Shemaiah, le pharaon, avait des traits nubiens. Which means that their ruling family was probably Nubian, and that was unexpected. Il explique que c'était inattendu, ce sont ses mots, c'était inattendu, mais Shemaiah faisant partie d'une famille royale, des Noirs pouvaient être rois. Voilà pourquoi il est surpris. Examining Shemaiah's anatomy closely, the thickness of his bones and the shape of his nasal cavity, the anthropologists think he was a black African. On explique que là, au vu de la cavité nasale, les scientifiques peuvent dire que il était noir. Likely from neighboring Nubia. A huge revelation that challenges the prevailing image of the Egyptian ruling class. We always thought the ancient Egyptian elite were Mediterranean type, and in this sense, Shemaiah is representing the society of the frontier, in which different ethnic groups were mixed. At the end, it doesn't matter the color of your skin. Shemaiah was Egyptian. Là, il explique que d'après ce qu'il pensait, que les rois égyptiens étaient plutôt, l'élite en tout cas égyptienne, était plutôt typée méditerranéennement. Enfin, ils étaient plutôt de la Méditerranée. Mais au vu de leurs analyses, là, ils se rendent compte que il y avait des Noirs, que l'élite était noire, et que certainement il y avait une migration et un mélange de différents peuples noirs. Eh bien, mon frère, je suis content de t'avoir posé cette question, parce que tu viens de donner des éléments. Peut-être que nos frères vont tomber sur des débats comme ça. Au moins, ils auront des éléments scientifiques, d'après les locodermes eux-mêmes, qui racontent ça. Je suis content d'avoir posé cette question. Et merci pour la réponse. Brother Mabali is happy that he asked you that question, because so many people still have those kind of debates. And now you just give her some evidence made by the white folks by themselves. So thank you for this. You're welcome. And it goes to show, like, the argument that only the 25th dynasty was quote unquote Nubians. All the legitimate pharaohs were African, black African people. And so this is just one, piece of evidence. And so this is why it's important that we study all the scientific material so we know how to make the scientific arguments.
Il explique que même si on nous a fait croire que seul pendant la 25e dynastie, il y avait des pharaons noirs, il est important quand même de consulter différents scientifiques, de lire différents scientifiques pour qu'on puisse avoir une vision globale de toutes les recherches qui sont faites. Juste encore une question et après on passera à autre chose. Quel était le rapport entre la Nubie et l'Égypte? Parce que pour beaucoup de locodermes, encore des scientifiques locodermes, les rapports n'étaient pas du tout bons. Et lorsque apparemment il y a eu des Égyptiens noirs, c'est parce qu'ils ont, en fait, pour eux, part du principe, ce sont des envahisseurs. En même titre que les Grecs, ils les ont envahis. Donc ils séparent totalement l'Égypte de la Nubie. Et pour eux, s'il y a eu des Nubiens qui ont été pharaons là-bas, c'est parce qu'ils les ont envahis et ils les ont conquis. Brother Mabali wants to know what was the relationship between the Nubian and Egypt, because according to the white scientists, the relationship was not that good, and the reason why Nubian was seen as a pharaoh back then is because the Nubian was invaders to Egypt. No, they're one and the same people. And we have to remember that when you say Nubian, that's a misnomer. It's taken from earlier scholarship because they equate the blacks with Nubians, not understanding that in that area there are different ethnic groups there. So you can't lump them all into one. They speak different languages, they have different customs, different ancestries. So while the Egyptians may have been beefing with one group from that area, they could have been totally peaceful with another group that's not too far from them. But because they lump all the black people into one, it makes it seem as if there was a beef between ancient Egyptians and all, the Africans to the south. Il explique que déjà le fait d'utiliser le terme nubien, ça peut être une erreur, parce qu'en vérité, quand on dit les Nubiens, ça englobe tous les Noirs qui avaient de cette Aux époque. alentours. Maintenant, il est possible que les Égyptiens, qui eux étaient un peuple à part entière, s'entendaient très bien avec les Noirs qui étaient aux alentours. Mais comme on a défini que les Nubiens, c'était tous les Noirs, eh ben on estime que les Égyptiens avaient des problèmes avec tous les Nubiens, ce qui n'est pas une bonne détermination de toute façon. Bon, on va maintenant rentrer... Ah, pardon. This woman. It's kind of like the Germanic speaking people. The Germans and the British are the same, Exact. but a branch of the British left Britain and came to the United States. They're now called Americans, but they're just British, who are just Germans, just like the French are Germans who adopted Latin language and it becomes Français. They're Donc là, all the same people. And that's how you have to view ancient Egypt. là, pour exemple, il nous donne il va nous se cibler sur l'Europe. Il nous explique que les locuteurs germaniques qui sont devenus british, qui ensuite ont migré vers les États-Unis, ne sont en vérité qu'un seul et même peuple d'origine. Comme les Français, qui sont issus aussi de ce peuple germanique, ont adapté le latin pour maintenant avoir cette langue qu'on appelle le français. Voilà l'exemple qu'il nous donne. Excellent. Bon, on va un peu parler de la raison pour laquelle tu es venu ici, parce que tu veux qu'on puisse redéfinir KEMET au XXIe siècle. Mais beaucoup, en lisant ce titre, étaient vraiment très contents parce que ça dit qu'il faut redéfinir KEMET au XXIe siècle. Ils ont vu ça sur le plan économique. Ils ont vu ça sur le plan culturel. Et ils étaient tout à fait contents.
Sauf que mon frère, il y a quand même un double langage dans ce que tu dis. Parce qu'en vérité, ça n'a rien à voir. Toi, tu pars du principe qu'on s'est tous trompés. KEMET ne veut pas dire ce qu'on dit aujourd'hui. Brother Mabali is happy with the topic that you choose, redefine KEMET on the 21st century, and many people were looking forward to hear you because they thought we would talk about the economic parts or the cultural parts. Brother Mabali says that it seems we got all wrong. So what do you have to say now about this? Let's go to the main topic. Alrighty, I can reshare my screen, Okay. and y'all let me know when you see the full screen. Ok, c'est bon, je vois le plein écran. Okay, we're good now. Bon, attends mon frère, parce que là, il faut qu'on discute d'abord. Okay, so Brother Mabali want to speak first. Go ahead. Donc, toi, tu pars du principe, qu'on soit clair, qu'on s'est tous trompés. Tous nos historiens se sont tous trompés. KEMET ne veut pas dire la terre des Noirs. Et tu vas encore loin, tu dis même les locodermes aussi se sont trompés parce que les locodermes disent c'est la terre noire. Les locodermes aussi, quand on dit la terre noire, ils se sont trompés. Donc, les historiens noirs, les historiens locodermes se sont tous trompés. Et toi, apparemment, tu as une révélation à nous faire. Est-ce que je suis correct? Okay, Brother Mabali says that it seems like we got all wrong because you're about to say to us that Kemet doesn't mean the black land according to the black historian, and according to the white historian, it doesn't mean the black land. No, the black land for the people, or the black land according to the white historian. So you gonna say the truth right now. Only you know the truth. Is it correct? No, I'm not the only one, and I should give some more examples from some other historians. I'm just the first one to do a full study on it to verify this point. Il dit qu'il n'est pas le seul, que d'autres historiens ont la même théorie, et lui, c'est juste qu'il est le seul, à son sens, à avoir vraiment fait une étude très poussée dans ce domaine-là. Bon. Ben, les amis, tous ceux qui sont dans les médous, j'espère qu'on est là, on serre la ceinture. Les amis, on va supporter, ça va faire mal à entendre. On ferme sa bouche, on ne réagit pas émotionnellement, on le laisse finir. Et tous les autres scientifiques, apparemment vous, c'est vous. Ce que vous faites, vous m'appelez pour venir contredire sur le plateau. Je ne veux pas voir les contradictions en message en masqué. Non, 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 on veut des scientifiques. Donc si vous partez du principe que le frère a tort, vous m'appelez, je vous consacre 2-3 heures, vous venez avec vos slides et vous nous prouvez le contraire. En dehors de ça, je ne veux pas avoir des commentaires émotionnels stupides qui ne nous font pas avancer. Tu traduis brièvement ce que je viens de dire, Okay. et après, on commence. Brother Mabali is making like a roll call for the people watching us now, saying that for whoever feel concerned or emotional about what you're going to say, just going to have to keep it until you finish. And obviously, if the people online who think they are historians themselves, whatever they have to say, you don't want to see anything in a comment. Whatever they have to say, if they disagree with you, they're going to have to call him, book a date, come here for 2 or 3 times, and then they're going to share their own evidence. Indeed. Voilà. Bon, frère, c'est à toi. And with that said, I want to point out something that Sheikh Anta Diop himself has said. Il dit qu'il voudrait partager maintenant avec nous une parole de Sheikh Anta Diop. And over the years, every time that I've had this discussion, there are many folks who would say that I'm going against Sheikh Anta Diop and Theophilo Benga. Il explique à chaque fois qu'il a eu cette théorie, les gens l'ont accusé d'aller à l'encontre des idées de Sheikh Anta Diop et de Théophile Obenga. But these folks have not read Sheikh Anta Diop, and they don't understand the research and academic process. Il explique que ces gens-là n'ont pas lu Sheikh Anta Diop et qu'ils n'ont pas compris ou assimilé ses recherches d'une manière académique. So I have here the
quote from an interview when Sheikh Anta Diop, he made this statement when he came to the United States, but it's also in print in the text at the bottom of the slide. Donc là, attends, je ne sais pas si on m'entend bien. Parce que les gens ont dit qu'apparemment on t'entend pas. Donc j'ai dit à la sœur de monter le micro. D'accord. I'm just fixing the mic. Sorry, brother. No problem. C'est bon. Okay. Sorry, brother. Can you come again with that slide? Can you see it? Yeah, we can see it. Okay. So what I was saying is that this quote that I'm showing on the screen right now, it was originally written in English. It was, of course, originally translated from French, but it was from an interview of Sheikh Anta Diop, and this is what he said in the interview. So I'm keeping it here for the English speakers, Okay. but if you can read the French for the French speakers. Donc là, il veut nous partager donc cet extrait d'interview de Sheikh Anta Diop. Should I read it, all of it? Yes. Donc il dit « J'aimerais surtout voir un plus grand nombre de chercheurs, des Afro-Américains, des jeunes Américains et même des Blancs. Pourquoi pas? Parce que ce sont les jeunes qui ont le moins de préjugés. En conséquence, ils sont les plus capables de faire triompher les idées qui effraient l'ancienne génération. Aussi, je pense qu'il faudra réunir des équipes scientifiques polyvalentes, capables de faire des études approfondies. C'est sûr, et c'est ça qui est important. Cela me dérange quand quelqu'un me prend au mot sans développer un moyen de vérifier ce que je dis. » Stop. Reprends un peu s'il te plaît. Cela me dérange quand quelqu'un me prend au mot sans développer un moyen de vérifier ce que je dis. Nous devons former un esprit scientifique capable de voir même les faiblesses de nos propres preuves, de voir le côté inachevé de notre travail et de nous engager à le compléter. Tu comprends? Par conséquent, nous devrions alors avoir un travail qui pourrait honnêtement résister à la critique parce que nous avons fait aurait été placé sur un plan scientifique. Donc j'espère. And Attends, je Ouais. fais un petit commentaire. J'espère que tous les Zingwangwa là, qui vont dire qu'on a offensé, que le frère offense Diop, que oui, Diop lui-même a dit il faut faire des recherches. Ici, Diop n'aime pas qu'on puisse le prendre au mot. Il aime les chercheurs. Donc le frère a tout à fait raison de faire ce qu'il a à faire, a tout à fait de challenger ce que Diop ou Obenga ont fait. Parce que là, d'après ce qu'on vient de lire, c'est de la voix de Cheikh Anta Diop qui le dit. J'ai dit au frère, j'appuyais juste je faisais un commentaire. Brother Mabali made a comment about what you asked me to read, saying to the people that they should not and they don't have any right to come after you because you might go against what Sheikh Anta Diop said, because he said it himself. He don't want the people to believe him for what he said. He wants people to do some research. So that's what Brother Mabali was explaining for the people, maybe in a comment or something. So he totally agree with you. Exactly. And that is something that people skip in this whole conversation. It's Sheikh Anta Diop wanted us to challenge his work and to verify or falsify his claims so that his fundamental arguments would be on a scientific plane. And so if we study something and we find out that Sheikh Anta Diop may not be wholly accurate on something, it needs to be said, and we need not to make a religion and a profit out of Sheikh Anta Diop. Donc là, il fait un commentaire sur ce que Sheikh Anta Diop avait dit, qu'il était important pour lui que les personnes ne prennent pas sa parole comme parole d'évangile et qu'il était important que chacun puisse faire des recherches, quitte à le contredire, soit à vérifier et accorder du crédit à ce qu'il disait, soit être capable de casser les idées qu'il pouvait apporter. Et c'est comme ça qu'on parle de recherche scientifique. And we can see in this 1973 book here, written by Dr. Teofilo Benga, on the history of Africa, the antiquity of Africa, or Africa in antiquity, that he actually makes some critiques of Sheikh Anta Diop
And this is 1 year, this is published 1 year before they went to Egypt together for the Cairo Symposium. Il explique que dans le livre de Théophile Obianga, en 1973, donc il publie L'Afrique dans l'Antiquité, et ça c'était bien avant, donc c'était 1 an avant que lui et Cheikh Anta Diop ne se rendent en Égypte pour le consortium. So in this slide, I have 3 critiques, and on the left side is in English, and on the right side is in French, the original French. Donc là, il explique qu'il va nous présenter 3 critiques. Donc on voit la partie anglophone pour les personnes qui le suivent et la partie en français pour que les francophones puissent également suivre les critiques. So in this first critique, well, I won't read the whole thing, but just in the red, what is highlighted, he is highlighting here an issue that he had with Cheikh Anta Diop, making a comparison that was not very strong. Donc là, il nous explique qu'il va simplement lire la partie qui est soulignée et c'est là qu'il va nous démontrer que les arguments de Cheikh Anta Diop n'étaient pas très forts, très puissants. And on this page here, your audience could read for themselves. Cheikh Anta Diop, in his Nations Negative, he makes some comparisons between Wolof and Egyptian, and a particular argument that Cheikh Anta Diop makes, Obianga says that it seems it is not very convincing. Là, il nous donne pour deuxième exemple dans le livre Nation nègre de Cheikh Anta Diop, où il nous fait le lien entre la langue Wolof et l'égyptien, et Théophile Obianga n'a pas hésité à contredire cet argument, que ce n'était pas du tout convaincant. All right. And the third critique, Obianga is critiquing Cheikh Anta Diop's comparison of an Egyptian word res, meaning joy. And he says the res form retained by the illustrious African researcher, Cheikh Anta Diop, therefore does not seem to be correct. Là, il nous explique que pour cette troisième critique, là où Cheikh Anta Diop nous explique que le mot égyptien res, qui voudrait dire joie, Théophile Obianga n'a pas eu peur de contredire également cet argument. The point of bringing this up is because when Théophile Obianga challenges some points that Cheikh Anta Diop made, no one accuses Obianga of being anti-Cheikh Anta Diop. Là, il veut soulever le point que lorsqu'Obianga a relevé ces différents points de contradiction, personne ne l'a accusé d'être contre Cheikh Anta Diop. So I would hope to be afforded the same courtesy. Donc, il espère qu'on va lui montrer le même respect. So the critiquing of Cheikh Anta Diop by Obianga did not stop Cheikh Anta Diop from inviting Obianga to fight with him in Egypt, on the origins of the Egyptians. Il explique que les critiques que Théophile Obianga a pu faire n'ont pas empêché Cheikh Anta Diop de continuer à l'inviter et de combattre ensemble, de faire ensemble les recherches qu'ils avaient à faire. And even Théophile Obianga has had critiques about his work by other African linguists, such as Sheikh Tidjani Ndiaye from Senegal. Il explique que Théophile Obianga lui-même, à son tour, a reçu des critiques. Et là, il nous présente le linguiste sénégalais Cheikh Tidjane Diagne, qui a émis des critiques contre le travail de Théophile Obianga. And you can see the two standing here, although Obianga doesn't look too happy. Là, il nous présente qu'on peut voir les deux sur la même photo, même si apparemment Théophile Obianga n'a pas l'air très content de poser avec celui qui le critique. Right. So I just want to start off with that part of the conversation, so that we can be in our right mind in analyzing the following slides. D'accord. Donc là, il va nous présenter il voulait nous mettre en fait dans l'ambiance entre guillemets pour ensuite continuer ce qu'il a à nous présenter. All right. So
if you don't know by now, this is the ancient Egyptian word or the hieroglyphs for the consonants Kemet. Là, elle KMT. dit que pour ceux qui ne le savent pas, voici les hiéroglyphes, voilà comment on déterminait le continent Kemet. Right. And the general Egyptologist define Kemet to mean black land in reference to the soil deposits left after the flood. Il explique que la majorité des égyptologues définissent Kemet comme étant la terre noire à cause des résidus noirs qui restaient sur la terre après les différentes crues. And Sheikh Anta Diop argued that no, it does not mean black land, it means black people. Et Cheikh Anta Diop a déconstruit ça en disant que non, ça ne veut pas dire la terre noire, mais que c'est la terre des Noirs. And as was stated earlier, I argue that both are incorrect. Et pour lui, comme il l'a dit précédemment, les deux versions ne sont pas correctes. Alrighty. And so on this slide are the three dominant ways that the word Kemet was represented in the hieroglyphic script. Là, il nous présente les trois principales manières dont on pouvait décrire Kemet avec des hiéroglyphes. Dans ces trois manières-là, peux-tu me donner les époques? Est-ce que les trois manières, c'est à la même époque ou plusieurs époques? In those three ways that you introduced, is it the same time or is it three different time? No, these are the same time, yes. Il dit que c'est la même époque. But as time went on, the first two representations became more rare, and number 3 is the most dominant. Il explique que plus le temps a passé et plus la version 1 et 2 ont été oubliées, et c'est maintenant la version 3 qui est la plus connue. D'accord. All righty. And juste une question. Brother Mabel, have a question? Go ahead. La première fois que ce nom est mentionné, peut-il me le dater? Dans quel document? Quel est le document le plus vieux dans lequel on retrouve la version 1? Do you have any idea of in which document we can find the first symbol, like the oldest one, when we've seen this symbol, the first one, for the first time? You can see him on a set of rock inscriptions in the Wadi Hamamat. And they all come in during the 11th dynasty. So Egypt did not have a proper name, so to speak, until the 11th dynasty. So Kemet and Tameri come in around the same time. Donc, il explique qu'on a retrouvé le premier symbole autour de la 11e dynastie et qu'avant ça, on ne parlait pas vraiment d'Égypte. All right. And so the first, well, let me say this. So just in case the certain people in the audience do not know. Yeah. This hieroglyph here represents the K and the M consonants in sequence. Sorry, can you come again? I'm saying that this where my mouse is circling, this hieroglyph represents the K and the M sound in sequence. Il explique que le premier symbole sur lequel il a montré la souris représente le K et le M ensemble. The ancient Egyptians, to our knowledge, did not write the vowels in their script. À notre connaissance, en Égypte antique, on n'écrivait pas de voyelles. Il n'y avait pas de voyelles. So this sign, the owl bird,
is the M sound as a complement to the M that is in this glyph here. Il explique que le hibou qui est là, c'est la lettre M, mais c'est un complément au M qui était déjà présent avec le premier symbole. And this symbol is the loaf of bread, and it represents the T sound. Donc là, il explique que le symbole qui est en haut, ça représente le son T. And at the end of each of these words are what we call determinatives. Il explique qu'à la fin à la suite de ces symboles, là où il montre la souris, c'est ce qu'on appelle le symbole qui termine, entre guillemets, le mot. Le déterminatif. Le déterminatif. And these signs do not represent sounds in the word, but are there to inform us, to clarify the meaning of the word that is attached to. Donc il dit que ce symbole il n'y a pas de son à ce symbole, mais qu'il est là pour donner une information ou pour aiguiller sur le sens du mot dont on parle. So these determinatives or classifiers is what we call them in the States. They're represented by these Gardner sign numbers. Donc ces déterminatifs ont des références et on voit la différence entre les trois. La référence, c'est le son chiffré. C'est le chiffre, voilà, c'est ça. So this symbol here, the N23 symbol, is of irrigated land. Il explique que le symbole N23, ça correspond à des terres irriguées. The N36 symbol is of a canal. Le symbole N36 représente un canal. And the 049 glyph that you see here, it is argued that it is a city, but I argue that it is not. Ouh. Il explique que le symbole O49 serait une ville, mais pour lui, ce n'est pas correct. C'est là où tu vas nous mettre dans la merde. Brother Mabali says that now that you say that, we're in trouble. All righty, we'll get into it. So notice in these two words here, they're the same word, sipat, that means district, nome, necropolis, right? Yes. But notice that these two signs here interchange. Là, il nous prend pour exemple le mot sepat, qui voudrait dire quartier, district ou nécropole. On voit que ça veut dire relativement la même chose, mais on voit que les deux déterminatifs sont différents. And well, before I go there, this sign here is actually two of these signs overlapped. This is an irrigated, basin in the Egyptian hieroglyphs. So you mean that the O49 is like twice the N36? Correct. Il explique qu'en fait, le symbole 049, c'est la combinaison de 2 fois le N36. D'accord. All righty. I'm sorry, go ahead. Non, c'est bon, c'est bon. It's okay, you can go ahead. Okay. All righty. So, as I mentioned earlier, there are other scholars who question the meaning of the word KEMET before, but I've questioned this since 1997, 98. But I was unfamiliar with a number of these other scholars, but I'm only choosing one for the sake of time here, and that's Dr. Oscar Pofuma out of Cameroon.
Il dit que depuis 1997-98, il s'est posé beaucoup de questions et c'est là qu'il a découvert le docteur Oscar Mfuma, qui est du Cameroun, qui lui aussi a eu des arguments à apporter. Encore des Camerounais. Je traduis ça aussi? Non. C'est bon. Ok. And he wrote an article in 2007 titled "The Bee and the Country." Il explique qu'il a écrit un article en 2007 qui s'appelle L'abeille et le pays. Alrighty. And this is part of what he wrote discussing the word KEMET. And if you can read it for your audience. D'accord, donc voici ce qu'il a dit dans l'article. J'ai trouvé quelques cas précis où le mot pourrait avoir un champ sémantique, le territoire, le pays, et conduit à rechercher une autre étymologie. En effet, donc vous voyez les symboles, KMT, la graphie du nom de l'Égypte peut recevoir pour déterminatif les signes N23 et N36, aussi bien que O49. Vous voyez les symboles. Or, le premier signe est, dans la liste de Sir Alan Gardiner, un canal d'irrigation et peut déterminer la terre, le pays comme tel. Donc il y a la référence. Il remplace, après la 11e dynastie, le deuxième signe, un canal plein d'eau. La symétrie donc, du symbole que vous voyez, terre, pays, et l'Égypte. Le pays, point d'interrogation, mérite qu'on s'interroge. Oula. And he continues here. Go ahead. Alors, voici la suite. Il est difficile d'imaginer que l'Égypte est nommée KMT en raison des eaux noires, du Nil et des canaux d'irrigation. Et dans ce cas précis, le rapport entre le nom du pays et le collectif... je ne vois pas bien le mot. Can you please just Chromatique, je pense. Chromatique, ok. Chromatique, KMT. Les Égyptiens devient flou. On peut envisager sa formation. Dis aux frères qui patientent parce qu'il y a des bouts de texte qu'on ne voit pas. Ok, brother, can you just hold on a second? I cannot see the whole screen. No Je vais problem. arranger ça. Tu dis qu'il bouge pas, qu'il bouge pas. C'est, Ok. c'est moi qui vais Brother arranger. Mabel is going to do it. It's not on your side, don't worry. Oh, okay. Attendez les amis, hein, parce qu'on ne voit pas le bout de texte. Donc je vais aider ma sœur là. Trouver une solution. Voilà, D'accord. c'est bon? Ok, je vais reprendre. Il est difficile d'imaginer que l'Égypte est nommée KMT en raison des eaux noires, du Nil et des canaux d'irrigation. Et dans ce cas précis, le rapport entre le nom du pays et le collectif chromatique KMT, les Égyptiens, devient flou. On peut envisager sa formation sur une racine KVM, pays. Notre connaissance des langues bantoues nous conduit à proposer une première série de konya dans cette famille. Runda, Kumadim, ferme. Entre parenthèses, racine de l'agriculture. En bassa, comme, qui veut dire ferme. Esitako, et comme. Nzem, comme, campagne. Bakweri, Kumi, pays. Pende, Gouma, qui veut dire pays ou région. Le champ sémantique semble suggérer l'idée d'un lieu consacré à l'agriculture, littéralement un pays. So you can see from his analysis, and he goes on to say that we need to do more work to get to the bottom of this. But he even questioned this, way back in 2007. It really goes back to 1993 in his earlier work. But he's showing in here those same glyphs that I showed before in terms of the earliest representations of the word Kemet, that it forces you to read it in the context of irrigated land, a country, a region, a place, right? And so he shows in these examples, words from around where he lives that would match the word, Kemet,
meaning farm, country, field, region, places like that, right? Yeah, I'm going to translate this part. Donc là, il Ouais. nous dit que pour l'auteur, comme ce n'est pas très clair, il était important de faire des recherches. Voilà pourquoi ces recherches ont été faites depuis les années 90-93. Là, il nous explique que lorsque l'on lit ce passage, ça nous force à lire le mot KEMET, KMT, comme étant une terre irriguée. Maintenant, comme ça a été dit, ça fait mention d'un pays. Et là, l'auteur va justement, pour appuyer cet argument, se baser sur les langues environnantes. Voilà pourquoi on a parlé ici de langue bantoue. Et on voit que dans ces différentes langues, les mots qui désignent soit le pays, soit la région, soit la campagne, ont une similitude avec KMT. All right. And as I was stating earlier, that 049 glyph that you see right here in the center, this is what in Egypt what an irrigated field looks like. Là, Right? il Sorry, go ahead. No, go ahead. Il explique qu'en prenant donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais le symbole qui est vraiment au milieu, donc le O49, il fait le parallèle avec la photo qui nous montre une terre irriguée en Égypte. And in 2014, I wrote an article on KEMET, and I argued that the 049 glyph was just a simplified N24 glyph, which you can see the variations over here in this table on the top right. Ok. Il explique qu'en 2014, il a écrit un article où il explique en fait ce symbole. Le N24C et le N24D, c'est ça? En fait, il dit que c'est une variation. Is it a variation of the N24C or D or the N24 period? All of them. Donc, il explique que le 049, qui est au milieu avec le cercle, n'est en fait qu'une déclinaison du N24. And so when I was preparing for the book that I'm publishing in August, I came across another article by a Von Lepp, which is cited here from 1997, and he came to the same conclusion. And this is his path, which he shows in this image on the bottom. Donc, il explique au fur et à mesure qu'il faisait des recherches, et voilà ce qu'il a trouvé. Donc, l'auteur, c'est Van Lepp. On peut voir son nom sur le document. Et voilà que ce Van Lepp a eu la même conclusion que lui. Donc, voilà pourquoi il nous montre ce document. Alrighty. So you can see how the N36, the Mer glyph, encapsulated inside the circle twice gives us the 049 glyph. It's just water. It's just a stylized version of this symbol here, which is the sapet, which is here. Donc, the first one is N36, yeah? This one's N36, yes. D'accord. Donc, il dit que le premier symbole, donc, qui est le N36, est en fait, il a été placé deux fois, là, comme on le voit dans une croix. Et en fait, c'est le cercle à l'intérieur qui finalise ce nouveau symbole. Mais voilà, à l'origine, voilà comment était le symbole. Alrighty. So, I won't go into the linguistic details here, but I also compared the Egyptian language and forms to Sumerian language, and that has been another project of mine over the years. And the cognate for the word Kemet in Egyptian is Sumerian Kiduru. Donc, il explique qu'il a eu à faire des recherches concernant l'égyptien et la langue sumérienne. Brother, can you come back with the word Kiduru, what you said before? That the cognate, how should I explain the cognate? The same word Kemet in ancient Egyptian, or Chikam is what I call it, is found in the Sumerian language as the word Kiduru. Il explique que le même mot, donc KMT, que l'on retrouve en Égypte ancienne, se retrouve également dans la langue sumérienne
sous l'appellation Kiduru. And so it means damp ground or irrigated land. Donc Kiduru veut dire sol humide et terre irrigable. D'accord. All right. Maman Bakuma, si tu veux boire un coup, vas-y, hein, tu as la gorge sèche. What is it? Okay. He allowed me to have some water. Okay, no problem. I heard it. So, in some other correspondences, I found the word KEMET to be cognate with other forms in Bantu like Kanda and Ganda. And in the Herero language, it is represented in this form, O Nganda, meaning village or properly a new pasturage with an abundance of grass and water. Là, donc on a la partie française qu'on peut lire. Il explique qu'il a trouvé des similitudes donc, avec le mot Kemet. Là, il nous parle de Onganda dans la langue Herero, qui veut dire un nouveau pâturage avec abondance d'herbes et d'eau. Onganda. Onganda. Ok. Onganda, right? Onganda, c'est. En Congo, je pense, c'est l'extérieur, non? C'est pas ça? Les amis, en lingala, c'est pas quand on dit Nganda, c'est pas à l'extérieur? Mettez en commentaire, il me semble. Brother Mabali is making like a call out for the people because he wants to make sure that maybe in Kikongo or in Lingala language, Oganda would mean something outside. So he's asking for the panel to answer this question. Ah non, j'ai confondu Libanda. Je pense que c'est ça que j'ai confondu. Non, n'a rien à voir. Okay. Ok, il peut continuer. Go ahead, brother. And I see in the comments someone is making the argument that a cognate is equal to a synonym, and that is incorrect. A cognate is the same word in a related language, and it may be pronounced differently. Donc il explique qu'il voit dans les commentaires une personne qui dit que les cognates ce serait un synonyme et il dit que pas tout à fait, que c'est pas ça, que le cognate c'est plutôt le même mot qui appartiendrait à deux langues entre guillemets jumelles, mais qui pourrait dire quelque chose de différent. These are two words that came from the same mother language. Donc ce sont deux mots qui viennent de la même langue mère entre guillemets. So, Kemet in Egyptian and Nganda in Herero. Donc il donne un exemple ici de Kemet pour l'ancienne Égypte et Onganda dans la langue Herero. But they're the same word, just pronounced differently. Donc c'est le même mot mais prononcé différemment. Alors je coupe juste le frère parce que quand j'ai entendu Nganda, ça m'était familier. Et donc j'ai demandé au public, là on me dit c'est dehors, allez, en Kikongo, et une autre personne a marqué que c'est un campement. Donc peut-être que ça peut enrichir ce que disait le frère. Brother Mabali is reading the comment as he asked for the people to answer his question. People in the comments saying that Nganda in King Congo means outside, or it can mean also like a camp. Mm-hmm. Yes. And we'll get into that in some slides below. On va le voir dans les slides qui arrivent. Il a tout préparé. You got everything ready, brother? Yes. Alrighty. So, those are just some highlights of the deeper research, which is, going to be in the book, which I'll have all the proofs and details. But I want to deal with Wolof since we spoke of Shekanti Joe earlier. Donc, il explique que pour l'instant, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment les gros titres de ce qu'il va nous présenter, sachant que ces éléments seront aussi présents dans le livre qui va sortir, dans son livre qui va sortir bientôt. Donc là, comme on parlait tout à l'heure de Sheikh Diop, il va maintenant nous présenter les éléments qu'il a concernant le Wolof. Alrighty. So the word Kemet consists of two parts. The root Kem and the suffix
T. Il explique que le mot KEMET se divise en deux parties, donc la racine qui est KEM et le préfixe qui est le T. Oh, Maman Bakuma, il explique, arrête de faire ça. Ça me stresse quand tu dis ça. Traduis seulement ça coule. Il explique, il a dit qu'on n'a rien à foutre. Traduis. Ok. Voilà. Go ahead, brother. So we're going to first, when we're doing linguistic work, we need to display and show a pattern of sounds in the right positions consistently, over different words. And I don't know how you translate that, but let me know if you have difficulty. I'll restate. Pour étudier la linguistique, il faut développer le terme assez profondément, assez intensément, on va dire, pour que l'on puisse vraiment détecter chaque son. So we're going to first deal with the K part, and then we're going to deal with M, and then we're going to bring them together in comparison with Wolof. On va partir d'abord sur le K, ensuite le M, on va les mettre ensemble et ensuite on verra ce qu'il en est pour la comparaison avec le Wolof. All right. So this is for the English speaking audience, and as you can see, I have in the first consonant position the K highlighted in Egyptian or Chicam, and it corresponds to Wolof in the first consonant position for K, right? And so for the French readers, here is the translation of the terms. Donc là, la lettre K est bien mise en rouge, elle est bien surlignée en rouge. Et on parle, donc la première colonne, donc le SICAM, qui est la langue de l'Égypte antique. Et on voit sur la colonne du milieu maintenant le K qui est toujours highlight en rouge pour la langue Wolof. All right. So if you're reading this, let me know if you think that these don't match in terms of meaning. Let me know. Il vous demande maintenant de bien regarder ces deux colonnes, de bien voir si effectivement ça correspond. Donc la colonne de gauche correspond bien à la colonne de droite. Et il veut qu'on lui fasse savoir si effectivement ce qu'il nous dit est véridique ou si on a une contradiction à apporter. Donc, Kan, c'est le trou. Les amis en Wolof, là, mes frères en Wolof, qui parlent le Wolof ancien. Kan, c'est le trou ou c'est pas le trou? Brother Mabel is making a call out to the people speaking Kalam, Wolof. c'est la And porte. he asking them if they can testify that can means a hole, for example. Kalam. Est-ce que c'est la porte? La portée? It's Wolof in your chat. Zugichi. He's a Wolof speaker that I know of in terms of your chat right now. Kalam, c'est porter You can plainte, verify. se plaindre. Apparemment, c'est ça. Camp, miche de pain. C'est ça, non? Alors, les amis, est-ce que ça correspond? Ou il nous a tous mitonnés ici, là? Parce que je ne parle pas le Wolof. And note that in Egyptian, the words for bread become the general words for food. Donc il n'explique rien, je vais le dire. Le mot pour le pain est devenu a une équivalence pour le mot général qui veut dire nourriture. All right. So for this row here. All right. So if there's no contesting, know that ancient Egyptian K in the first consonant position corresponds to Wolof K in the first consonant position. Bon, bonne nouvelle, tout le monde a validé ton Wolof. Donc, je ne sais pas qui t'a traduit, mais c'est bon. In the comments, people saying that what you say about the Wolof word is accurate. So it's the good news. All right. Appreciate it. So now we look at the M in the word KEMET. But we look at it, we compare M in Egyptian to corresponding words in Wolof. So this is for my English speakers, that you can kind of read and see the correspondences. And then for
the French speakers. Donc là, And I'll let y'all go. il nous présente ce tableau. Donc pour la même chose qu'on a fait avec la lettre K, il nous invite à faire la même chose maintenant avec la lettre M. Donc la colonne à gauche, c'est l'ancienne Égypte. Et la colonne du milieu, donc maintenant, c'est le Wolof. All right. So for the Wolof speakers, they can attest to the meanings, and I'll leave it up here so they can verify the meanings of the terms. Donc là, pour les frères et sœurs qui parlent le Wolof, il va vous laisser la slide pour que vous puissiez vérifier, confirmer ou, au contraire, dire que c'est faux. Mais au moins, il vous laisse le temps au moins pour que vous puissiez vous exprimer à ce sujet-là. Vérifiez, les amis, vérifiez. Est-ce qu'il nous carotte là, les amis? Parce que ça fait quand même flipper son histoire là. Donc, c'est comment? Dans les commentaires, c'est bon ou c'est pas bon? All right. So as we can, if there's no, and I'll still give it some time, if there's no opposition, it should be stated that Egyptian M corresponds to Wolof M, as we can see in these forms here. And we can see slightly different changes in terms of ump and umb. But, these are consistent with other comparisons, but I just want to make sure that M and M match between Egyptian and Wolof. Donc, comme apparemment, il n'y a pas de personne qui contredit ce qu'il dit et il va laisser le temps si besoin, mais on peut déjà confirmer, en tout cas, que le M qui est présenté là dans la langue Sikam correspond bien aux langues que l'on voit dans la deuxième colonne en Wolof. Okay. So I'm seeing some verification in the chat, so we should be able to move on. So the true cognate of the word KEMET in the Wolof language is kam, meaning water reservoir, still backwater where animals congregate. Kam, waterway, water land. And there's a place in Senegal now called Wakam, which is a Lebu neighborhood area in Dakar. And Kim, to be damp, moist, calm, geological depression. Donc là, il nous donne certains exemples en Wolof où on retrouve du coup le K et le M. Et là, on peut lire, par exemple, Kam, qui veut dire un réservoir d'eau, de l'eau calme, etc. Donc encore une fois, il invite les frères et sœurs qui parlent le Wolof à venir affirmer ou contredire ce qu'il dit. So a KEMET is a land that has a river running through it. Jean-Claude Mboli even came to this conclusion in his 2010 work. Donc là, il fait référence à Jean-Claude Mboli qui affirme également que quand on parle de Kem, c'est un endroit qui serait traversé de différentes parts par un mouvement d'eau. Donc, en fait, frère, tu me fais peur. J'ai l'impression, donc, d'après ce que tu es en train de dire, la direction que tu es en train de prendre là, lorsque nous parlons de Kam, ça n'a rien à voir avec la couleur. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est noir. Ça a à voir avec de la flotte. Ça a à voir avec de l'irrigation. C'est ce que tu es en train de me dire? Donc, quand on dit Kemet, ou quand on dit les Kamites, ou quand on dit les Kémites, en fait, c'est plus la couleur. Ça a un lien avec l'irrigation. Brother Mali is kind of scared. Are you saying that now that for all this time we were referring Kem as the black of the land, like color, and we were all wrong because we should just refer it at some water and irrigation? So anytime we call ourselves coming from Kama, we call ourselves, because most of the people in French-speaking countries, we call ourselves Kemit. So does it mean that we were all wrong? We're just referring ourselves to water. Tu me Let me stresses. say it like this. There is a Kim that means black Ouf, in the ancient Egyptian language. d'accord. Il y a bien un terme dans l'Égypte antique qui se dit Kem, qui veut bien dire noir. D'accord. Bah alors, où est le problème alors?
So what's wrong now? But there is no KEMET that means black. Ah, Mais il n'y a pas de mot KEMET qui veut dire noir. The only time that KEMET means black is when you are speaking in terms of feminine. And so they add the feminine T to it. So you, Brother Mobali, would be a Kim, or we would describe you as Kim. But Sister Bukuma, she would be Kemet. Kemet, au féminin. Ok. Donc, Exactly. Donc là, il fait la différence entre Kem et Kemet. On retrouve bien le terme Kemet dans l'Égypte antique, mais avec la terminaison T, c'est pour le féminin d'un terme. Donc, pour exemple, frère Mobali, pour toi, on dirait Kem, et pour moi, on dira Kemet. Now, you describing yourself in that fashion, you would not be wrong. Si on se désigne nous-mêmes comme étant des Kamites, en fait, on n'a pas, c'est pas faux, quoi. Ok. But if you try to make the argument that the ancient Kemet was called that, then you would be wrong. Maintenant, si on fait l'affirmation qu'en ancienne Égypte, les Noirs étaient des Kamites, là, on a faux. Attends, non, j'ai pas l'impression d'avoir compris ça. Ok, brother, can you come back again? Si on se définit en tant que Kémite, on n'a pas tort. Mais si on dit que le pays s'appelait Kemet, là on a tort, c'est ce que je dois comprendre? Is it okay? So let me rephrase to make sure we all agree. All right. We can call ourselves today Kemet or Kemit. Kemite. Kemite in English. Yeah, because you're just replacing the word noir with kam from Yes. ancient Egypt. Parce qu'on ne fait que Ouais. remplacer le mot noir par Kam de l'ancienne Égypte. Ok. Maintenant, on ne But peut pas dire the- que Kemet était le pays. En gros, c'est ce que tu dis. So you're saying that we cannot say that Kemet was the country, was the land. No, you can say Kemet was the land. That's the name of the country, but it is a word that means a watering place, a place with vegetation and water, a place that we can live, that we can farm. On peut utiliser ce terme puisque ça désigne une terre où il y a de l'eau, une terre irriguée, une terre où on peut vivre. Donc on peut désigner l'ancienne Égypte comme Kemet. C'est compliqué. Hein? So, for example, in the Nupe language in Nigeria, they pronounce it kun, and it's a watering place. But when you say kan, it is a farm. If you say kin, it is land, earth, ground, country. Right? Là, on voit sur la slide qu'il fait le lien avec la langue Nupe du Nigeria. Et on voit que suivant les différents termes, donc kun qui veut dire abreuvoir, kan qui veut dire cultiver, kin qui veut dire atterrir, terre, sol ou pays, et kin, chi qui voudrait dire hauteur. Right? Ok. And even in Chiluba, and I added this last minute, so I didn't translate these terms into French. But you can see the KM consonant sequence corresponds to Chiluba SL. Donc là, sur cette slide, donc il s'excuse, on n'a pas pu le traduire en français, on voit que la séquence KM correspond à le SL de la langue Chiluba. Donc KMT, donc sur la première ligne, qui veut dire dorsal fin dans la langue ancienne, en Chiluba, on le traduit par fin, par quelque chose de fin, mais c'est la même, la traduction est plutôt correcte. Alors, j'ai Bida qui va dans ton sens parce qu'en soniké, Kam, ça veut dire pluie. Donc, encore de la flotte. Frère, on dirait que tu as raison. Hein? In the comment section, you can see Bida Music making a comment saying that in the Soninke language, Kam means raining, like the rain. So Brother Mabali is kind of say that you're still right now. So for that language, it would correspond to Chiluba Musulu, meaning river or stream or creek. Donc là, en Chiluba, c'est ce qu'on voit. KMT, qui voudrait dire Égypte, avec point d'interrogation,
à la correspondance avec le mot Musulu en Chiluba, qui voudrait dire rivière ou bien une crique. So the focus is on the presence of water, and what is referring to is a place where the water rises, where the river rises and overfloods the banks. Donc là, il faut garder à l'esprit que l'idée principale, c'est cette notion de présence d'eau, mais surtout, c'est là où l'eau va prendre vie, entre guillemets, et va surplomber les lieux d'habitation. But in places where it rains a lot, because it doesn't rain in Egypt, it is associated also with rain. Donc, il explique que en ancienne Égypte, il ne pleut pas, mais que ça faisait quand même référence aux endroits où il y avait de la pluie, où il y avait de l'eau. So these are some variations, and I think you spoke about them, but they're all related. Donc sur la slide, on peut voir d'autres exemples du S et du L qui sont une correspondance avec le KEM. Et là, on peut voir à chaque fois qu'il y a effectivement des liens avec des points d'eau. So in the ancient Egyptian language, there is a kem meaning to rise, and it's speaking of it means to rise or to climb, and it's speaking of the inundation. And so in another form, this is the word that becomes the word for to complete, to go to the end, to go to the edge. Donc là, il fait référence au terme KEM qui veut aussi dire élevé ou principalement inondation. C'est cette notion que l'eau qui va monter en fait. And this is the word in isiZulu, nisela, meaning to irrigate, to water. Donc, en isiZulu, la langue, le mot nisela qui veut dire l'eau qui irrigue ou arrose. And, you know, we spoke about Dr. Oscar Pafuma beforehand, and this is the earlier text that I mentioned from 1993. And you know, here are the words in which he, you know, argues are cognate with the word kemet in ancient Egyptian. Donc ça, c'est une capture du livre qu'il nous avait présenté plus tôt. Alrighty. And so it goes like this. It's water and rising water, a land with the presence of water, then just land in general, and then a country, village, place like that. It's a semantic chain. D'accord. Donc là, il précise, donc il y a une association entre le fait de l'eau qui va, comme il parlait, cette notion d'inondation, mais l'eau aussi qui va retomber sur les lieux comme des villages ou des pays. And so this variations of the word kemet exist all across the continent. And I'm only going to give a few examples here. Cette variation du terme du mot KEMET existe dans toute l'Afrique, mais là, sur ce que vous voyez, il a sélectionné seulement quelques exemples à vous montrer. Donc, Bukama. So these, let me explain the tables first. Okay. So on the left-hand side is the name of the location. Donc sur la colonne de gauche, c'est le nom de l'endroit. The second column is the country that the place is located. La deuxième colonne, c'est le pays dont on parle. And the third column is the more narrow location of the place name. La troisième colonne, c'est l'endroit qui est à côté de cet endroit qui est sur la première colonne. And then the last column lets you know that it's what type of place is it. So most of these will just say a populated place. That means people live here.
Sur la 4e colonne, on va déterminer le type de population qu'il y avait ou s'il y avait même une population. So you see in these, for example, these first few rows, bukama, bu being a prefix meaning place. Donc sur la première colonne, il explique bukama, le préfixe qui veut dire un endroit. It is equivalent to the T suffix in the word KEMET. C'est l'équivalent du suffixe T dans le terme KEMET. And notice in Nigeria, there's a place Kami and Kamet. On voit donc au milieu du tableau un endroit au Nigeria qui s'appelle Kami ou Kamet. In Ivory Coast, Kami, Kami. En Côte d'Ivoire également, il y a un endroit qui s'appelle Kami. So notice these are different locations. Donc on voit bien que ce sont deux endroits différents. All right. Kami again in Democratic Republic of Congo. Kami encore en République démocratique du Congo. Kami, Niger. Au Niger. And then Kami in Nidi or Gnidi in Ivory Coast. Donc, en Côte d'Ivoire toujours, Kami Ngidi. So notice in like these examples that the word Kami comes first, and it's telling you that it's an association with another name in the particular place. So it's a common feature for which Gnidi, belongs in there in that space. Go ahead. Donc là, c'est ce qu'on voit, que le terme Kami est toujours, le terme Kam en tout cas, la variation est toujours placée avant ce qui va nous permettre de déterminer la location de cet endroit. So just like in Mali, you have Kami in Mopti, but you have Kami Koru in Mali in a place called Kayes. Donc là, on a l'exemple du Mali. Il y a un endroit donc, qui s'appelle Kami à Mopti et un autre endroit au Mali toujours qui s'appelle Kami Gourou, mais cette fois dans la région de Kaï. But the word Kemet or Kami, that is just one pronunciation. Les mots donc Kam et Kami, c'est une même prononciation. All right. So as I mentioned earlier, the word Ganda is also cognate with the word Kemet. Et comme il a précisé tout à l'heure, le mot Nganda, c'est ce cadenet du mot Kemet. So just like in the Congo, in Democratic Republic of Congo, where you have Ganda, you also have it in Niger. Donc comme on a vu tout à l'heure le terme Nganda en République démocratique du Congo, sur la première ligne ici au Niger, on voit que on retrouve le diarma Nganda. So Diarma Ganda, Gwandan Ganda, Sarando Ganda, all in Niger, but different places. Donc tous ces termes reviennent au Niger, mais ce sont trois endroits différents. Mais on retrouve ce terme-là qu'on retrouvait déjà en République démocratique du Congo. And so you can see variations of this word in Angola, in Benin, in the Ivory Coast, and in other places. On voit donc une variation de ce mot. Là, on le voit donc en Angola, au Bénin ou même en Côte d'Ivoire. All right. And so even the word Congo is cognate with the word Kemet, and we'll prove it. Ah bon? Même le mot Congo est cognate avec le terme Kemet, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je suis pas d'accord. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le dire. Brother Mabali is not agree. Doesn't know yet why, but he doesn't agree. He's not agree. Prouve-moi le contraire. Prove me the otherwise. All righty. So we're going to deal with the M in Kemet first, but we're just going to set the correspondence in the Kikongo language with Chikam or the Kemet. So we can see in the second consonant position that I have highlighted in red, the combination ng corresponds to M in Egyptian. Donc là, sur le tableau, on voit, il a mis en rouge les éléments à remarquer.
Donc, il précise que le son ng, ing, a une corrélation avec le M du terme KEMET. Alors, juste, tu dis au frère, il y a maman Kiminou qui vient de faire un commentaire qui va encore dans le sens du frère, parce qu'elle part du principe, enfin, c'est pas qu'elle part du principe, dans le commentaire, elle marque que Nganda, ce mot est lié par rapport aux compagnes qui sont au bord de l'eau. So we have a sister in the chat, Sister Kiminu, saying that in Lingala, Nganda means the camp around the water. Oh, frère, on dirait que tu as travaillé, hein? It looks like you did some good job. Yeah, I have to be thorough because again, there's many African speakers out there, and they will verify or they will condemn me if I'm representing their language wrong. Il n'a pas le choix que de faire du bon travail puisqu'il sait que beaucoup de la communauté le suit et qu'on comprend donc ces langues dont il nous parle et qu'on aura de toute façon la capacité de valider ou de détruire ce qu'il nous apporte. Je lui dis qu'ici, là, il n'est pas aux États-Unis. Hein. Ici, il y a beaucoup d'Africains. Donc, dès que tu vas faire la moindre erreur dans nos langues, frère, tu seras grillé. C'est là, vraiment, tu ne peux pas faire le malin. On te regarde. There's a lot of African people here. It's not like in the US. So, if you do any mistake, people will know where to find you. Indeed. Right. So with that same understanding, and I know this is a particular, there's many different varieties of Kikongo, so this is a particular branch, but you can, let me do the French so you can see. The correspondences where there is K in the first consonant position, there's K in Chicam, and when there's the ng in the second consonant position, there is in Egyptian. And y'all can... Donc, il précise que comme il y a différentes variations des langues, pour le Kikongo, il demande quand même qu'on fasse attention aux détails. Donc, les lettres surlignées en rouge, que ce soit dans le Kikongo avec le son ng, ont un rapport avec le KM dans la langue Sikam. All right. And I want to explain the bottom row. So you see in Egyptian, it's a dotted H and a W instead of KM. But in the text, I show that internally, KM corresponds to dotted HM and dotted HW. Donc là, on va quand même faire attention à la dernière ligne. Dans la colonne SICAM où il y a le H, le point et le W, il précise quand même que ça correspond bien au KM de KMT. Je lui dis que le frère Garfield, il est en ligne, il le regarde aussi. Brother Garfield is online and is watching you also. Indeed. And I'm pretty sure there's some others who are not making themselves known. They're watching as well. But it's all good. It's all love. So we have we've demonstrated the correspondences between the consonants in the word Congo and the consonants in the word Kemet. And I go into more detail in the book. This is just for the sake of time. And so when you do there, and there's many different arguments for the meaning of Kemet. The meaning of the word Congo. And unfortunately, they haven't done the extensive research, but they're, in essence, many of them are right. But this is one that most dominates in terms of the word Congo originally meaning, some will say the river and some will say the mountain. And then in this definition here is the river that flows from the mountain, right? And they wouldn't be wrong, here. But the emphasis, what I'm stressing is that it's the presence of water, and then the place of vegetation. It's the land with the presence of water and vegetation, like we saw in Herrero. Do you have the French translation for this one? I don't. Okay. And I added this last minute, but if you can translate. Okay. Donc là, on a bien évidemment fait le lien entre le ng
du Kikongo et KM de l'ancienne Égypte. Il me dit malheureusement qu'il n'y a pas trop de recherches, il n'y a pas énormément de recherches sur l'origine du mot Congo, mais cependant, certains disent que c'est la rivière, certains disent que c'est la montagne. Et sur la description, la définition qu'il nous dit ici, l'étymologie du mot Congo, on dit que c'est une nation africaine nommée par la rivière qui traverse cette nation, qui est d'un mot bantou qui veut dire montagne. Donc que l'on dise que ce soit une rivière ou que ce soit une montagne, les deux versions sont acceptables, puisqu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de recherche poussée qui nous permet de faire la différence. Oh là là, première contestation. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'entends que le terme Congo a un lien avec les montagnes et avec les rivières. C'est la première fois de ma vie. Tout ce que j'ai entendu du terme Congo, c'est pour me dire que c'est soit lié au cercle, soit c'est lié à l'œil du tigre, il me semble. Et toi, tu viens, je ne sais pas. D'ailleurs, qui t'a dit que c'est ça, que ça vient de montagne, tout ça? Où est la source qui en parle? First things, Modern Mobali is asking, this is the first time that I've heard something related with the word Congo, about a river or a mountain. I only heard about the Congo word was about a circle or the eye of a tiger. Do you have any source of that document that you show about that, the definition of the word Congo? Yes, this comes from the online etymological dictionary. Donc ça vient d'un dictionnaire en ligne, un dictionnaire étymologique. Ah, mais dictionnaire écrit par qui? Parce que n'importe qui peut bavarder là-dessus. Qui a écrit? A-t-il l'information de l'auteur de ce dictionnaire-là? Qui a écrit ça? Do you know the name of the writer of this dictionary? Because everybody can write anything. Understand? Well, it's because it's an etymological dictionary, you won't necessarily have the author, but there are, like, if you go to the wiki page, go to the Wikipedia, at least in the English, they have the person who first proposed this on the wiki page that you can find. And there's a reason why I say that this is actually closer to the truth. And because when you look at the related words, for example, in Chiluba, you would say mukuna, which means a mountain or a hill, but it also means the bank or the shore, which in Kikongo is kumu, right? And in Lingala, it's in Gomba. But when you say Liengomba, it means society. And then in Basa, it means Gomba, it means region, country. Oh là là, oh. And I'm sorry, go ahead. Yeah, can you just rephrase those words? I want to make sure I don't make any mistake about those. Yeah. So you say Mukuma means mountain. Yes. So Mukuna in Chiluba means mountain and hill, but it also means the bank or the shore. And this is, I don't go to the details in this presentation, but in the book, I demonstrate that this represents a hill, and these spikes represent vegetation coming off the top of the hill. Donc, concernant la référence, il explique qu'on peut retrouver des éléments sur la page Wikipédia pour les auteurs de ce dictionnaire, mais cependant, il fait quand même le parallèle avec d'autres langues. Donc là, pour exemple, Chiluba, le terme Mukuna, qui veut dire la montagne ou la colline, ou même le the shore, c'est comme l'endroit près d'une plage, on va dire. D'accord. En langue, what is the language, brother? When you say society, the word is Ngumba? That was Lingala. En Lingala, le terme Nguma qui veut dire société. Les amis, confirmez-moi ça, parce que là, là, les amis, il ne faut pas qu'on se fasse carotte. Confirmez-moi tout ça. Oui, effectivement, vous m'avez corrigé, c'est pas le tigre, c'est le léopard. Oui, les amis. Merci. On continue, maman. So he's asking for the people online to do some verification. And the people are already responding. Yeah. And so in other languages, like when you go into Arabic, they say akamat, meaning hill, from a word akam.
In Chadic and Bogan language, you say Kiam, meaning mountain. In Tigrinya, it's Kuma, meaning mountain. And I'm sorry, you can go and then I'll Ouh là là. Là, on a les variations maintenant au niveau des langues arabes, où le mot akamat, qui veut dire colline, la langue dans les langues arabes. Là, on voit aussi en bogom, kiam, qui veut dire montagne, et ensuite les langues tigrinya, du côté de l'Éthiopie, le terme kuma, qui veut dire montagne. Bon, alors tu dis au frère, vraiment, il a quand même travaillé. Je reconnais qu'il a travaillé parce que tout à l'heure, j'ai une petite contestation, mais bon, je ne m'y connais pas en linguistique, hein, mais au moins je connais un peu ma langue. Mais quand j'ai contesté son histoire de Congo, il y a une sœur qui fait le rapprochement, il y a le terme mongo. Effectivement, mongo, ça veut dire montagne. Donc tu dis déjà, nous avons déjà en lari le terme mongo qui veut dire montagne. Ensuite, nous avons ngoma pour le tam-tam. Bon, est-ce que ça lié du fait que le ngoma, c'est en hauteur, je ne sais pas quoi, mais tu lui dis qu'il y a montagne pour dire mongo et il y a le terme ngoma qui veut dire tam-tam. Je dis qu'on a ça. So at first, Brother Mobali was pretty concerned. That's why he asked you that question about the book. But the more you speak and the more the people are reacting in the comment, he realized that there is obviously some connection. Somebody in the comment, the brothers sisters, say that in the Lari language from the Congo, mongo means montagne. And ngoma means tam-tam. Tam-tam is like the djembe drum, you know. Mm-hmm. Yes, so according to what you say in the comment section, Brother Mobali have to agree that you pretty did some good job. So remember what I said earlier, that the foundational root of the word means to rise or to climb. So it's split into two semantic roads. One which will lead to hill and mountain, which becomes the glyph here, and the other path or road will lead to flood, water, and rain and issues like that, all coming from the word to rise. Donc on se rappelle qu'au début, il a bien précisé cette notion de grimper ou d'élever. Maintenant, le terme c'est séparé en deux sémantiques. La première qui fait référence à des collines ou à des montagnes, et la deuxième qui fait référence à ce qui flotte, soit de l'eau ou soit la pluie qui tombe. So you have, in linguistics, we have what we call a semantic chain. En linguistique, on a ce qu'on appelle un changement sémantique. So, for instance, in this Kikongo word unda, meaning elevation, with another prefix, kikunda, it means platform or throne. Donc là, on a l'exemple du Kikongo, le terme kunda qui veut dire élévation, et quand on rajoute le préfixe ki, donc kikunda, qui veut dire maintenant une plateforme ou un trône. Right. And the same thing exists in ancient Egyptian for the word throne, coming from this concept of to elevate. En ancienne Égypte, on a le même principe avec le terme trône qui rappelle cette notion d'être élevé. So, part of the research is being able to go back to the most fundamental root and then documenting all the derivatives from that root. Il explique que faire des recherches, c'est principalement faire un retour aux sources, ce qu'on sait fondamentalement, pour ensuite étudier toutes les variations qui découlent de cette source. And so, like the next few slides is let me go back some. So you see how I have Chikongo equals KEMET, and Ici, the word Yeah, go ahead. the prefix she matches the T suffix in Egyptian. Donc là, on voit que dans le mot le chi de Chiloba, le chi représente le suffixe
T du mot KMT. right? And in the book, I go through the necessary steps to prove that Kikongo Chi, which is Chi in Chiluba, that's why we say Chikam for Kemet, because the T is prefixed in Bantu. Donc là, ce sera tout ce qu'il nous dit là est plus détaillé dans son livre, mais il nous fait le lien entre le chi, qui est le préfixe ici, dans le chi, comme le chiluba, qui est le suffixe du T de KMT. Attends, stop. Ce qu'il dit est un peu intéressant. Attends, mais pause. Dis au frère, pause. Okay, pause. brother, can you hold on just a second? Go ahead. Pause. On discute un peu. Parce que ce que tu dis, il faut qu'on... J'essaie un peu de comprendre. Tu es en train de me dire que le chi, que dans les langues Congo nous prononçons, quand je dis Chikongo, quand je dis Chiluba, Chilari, le chi là du début là, serait le suffixe hein, Oui. Qu'on retrouve dans Kemet, le T qu'on retrouve à la fin. C'est ça qu'on a mis au début pour nous autres dans les langues modernes Congo. C'est ce que tu es en train de me dire? Are you saying that what we said, that the chi at the beginning of the word, maybe Chikongo, Chiluba, Chilari, is related to the T at the end of the word KMT? Yes and no. Ah. Oui et non. Ah, mais c'est déjà compliqué. So when À un moment, tu me mets le goût, à un moment, tu me dis yes and no. Mais c'est yes ou c'est no? Sometimes you entertain me, so now I just want to know, is it yes or is it no? when you are speaking on the language, the chi is different in when you say, for example, Kikongo. Yes. Some will say Chikongo. Voilà. Some will say Kiluba, and some will say Chiluba. Like we say Ki Swahili. That Ki is ultimately a word for speech. That's a different prefix than the Chi and the T in Egyptian that deals with place or abstractness. Ah, ok. So we always have to be careful about homonyms in languages. D'accord, ok. Bon. Donc, alors, c'est pourquoi tu me dis yes or no. Tu fallait me dire non, tout simplement. Tu dis yes or no. Non, c'est pas bon. Il faut quand même faire attention parce que le chi que l'on utilise pour le Chikongo ou le Chiluba fait référence à qui, le préfixe, insinue que désigne la langue qui est parlée. Voilà la différence, pourquoi il disait oui et non. Comparé au T. Comparé au T. Qui est lié au lieu. Exactement, qui est lié au T. Exactement. Ok. Bon, en commentaire, est-ce que vous suivez? Ça a l'air compliqué, hein? J'essaie de vous aider, les amis. En commentaire, est-ce que vous suivez? Yeah. So in the next couple of slides, I just took a screenshot from a map, an online map, showing these places, on the map. So there's a Chikongo, which would be Kemet in Congo, as I have circled in the red. Donc là, on voit une capture d'écran d'un site classique où il présente cet endroit qui s'appelle Chikongo. Maintenant, si on suit la logique, Chikongo, ce qui voudrait dire Congo à Kemet. Non, même toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. Parce que Brother, si je te pose la question... disturbing. Attends, parce que les amis, vous avez vu, elle a parlé, mais je suis sûr qu'elle n'a même pas compris ce qu'elle vient de dire. Ma soeur, attends, mets-toi une pause. Ma soeur, t'as compris quoi? Brother, go ahead, please. Non, non. I'm confused now because you say that Chikongo is this place, and if we refer to Chi to KMT. No. Okay, go ahead, please. I don't Dis-lui, want. dis-lui qu'il simplifie Okay, l'anglais. make it simple, please. There is a chi that excuse me, let me go back. There is a chi prefix that is specific to speaking about the language. Okay. And there is another chi prefix that speaks to places and abstract things. Stop.
Attends, traduis et j'ai une question. Traduis d'abord. Donc, il y a deux formes de chi. Le premier, c'est un préfixe spécifique à la langue. Et le deuxième chi, toujours un préfixe qui est plus spécifique aux lieux et aux choses plus abstraites. Et si, en fait, il n'y avait qu'un seul chi et que toi, ce que tu considères comme le lieu, c'est juste pour dire ceux qui parlent cette langue. Parce que si je dis... là, ce que tu m'as montré là sur la carte, je pense c'est... Chilouba, c'est marqué comme ça. Attends, je vais voir sur la carte. C'est marqué Tikongo. Alors que ça se trouve qu'ici, on ne désigne pas l'endroit ou le pays, on désigne, c'est les gens qui parlent le Tikongo. Ça se trouve qu'il n'y a qu'un seul Chi. Est-ce que tu as compris, ma sœur, au moins, pour la traduction? Okay. So, Brother Mabali have a question. Are you sure there is two different chi? Maybe for this place Yes. that you show on the picture, it just means that this is the place where the people speak the Congo. C'est bon, là, But pour ça? that would be every city and village and town over here. They would all be named Chikongo. Ah, c'est vrai. But keep in mind that I'm speaking historically. There may be confusion in the modern sense because there are now homonyms. That means they are pronounced the same, but they function differently. Si on suit ce que tu dis donc, pour ton exemple, ça voudrait dire que partout où il y a des personnes qui parlent une langue, bah, toutes les villes auraient le même nom en fait. Donc ça ne peut pas trop se tenir. Pardon. Maintenant, il rappelle qu'il se base sur des faits historiques et qu'en fait, le problème, c'est que maintenant, à l'époque moderne, les termes deviennent des homonymes. Ça se prononce pareil, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Voilà pourquoi ça peut être difficile à expliquer ou même à comprendre. Excellent, excellent. So like, I don't know if y'all can see, but right here it says Kimanda. Est-ce qu'on peut bien Right. voir ici, Kimanda, il montre avec la souris. Ouais, je vois. Yeah. But some other places they will put bu or mu in front, like in this one in Musumba. Musumba. Maintenant, on peut aussi voir des variations avec mou ou bou, comme ici, Musumba. But you see where they have lu, those letting you know that these are places specifically along the river, like Luputa, Lusuku, Quand on- Luyemu. Quand on voit le préfixe lou, ça désigne spécifiquement des lieux qui sont près d'une rivière. So here's another name right here in the corner. I don't know if y'all can see it, but it's Chipasa. Ouais. Chipasa. Yeah. So it is, different areas, they'll use different prefixes, but some of them, like Kimanda, some will pronounce it Chi. They're the same prefix. Si là on fait attention sur la carte, il y a le terme, cet endroit Chipasa, le chi peut être remplacé par le ki, C'est vrai, le préfixe ki. c'est vrai. Il a quand même travaillé, hein. Il n'a pas tort. All right. So like for this word here, on this place on the map, they say Bo Kungo, but Bo is a different pronunciation of Bu, which means place. Donc là, on a l'exemple de Bokungo qui est encerclé en rouge. Le préfixe Bo peut être remplacé par le préfixe Bou qui veut dire endroit. So you see right here, this is Bo Kui, Bo Fili, Bo Ngimba, Bo Impe, but Bu Sanga. On voit sur la carte, il y a différents lieux. Donc il y a Bokwe, Bofili. Mais par contre, pour la dernière, c'est Busanga. D'accord. Donc c'est juste la prononciation qui change, quoi. Mais le bo et le bou, c'est la même chose. Ils prononcent différemment. So only the pronunciation is different. So bo and bo is relatively the same. Ok. Yes. So it's just different dialects, over time and how they would pronounce it. Ok. All right. Il a quand même travaillé. So even the word Congo is pronounced slightly differently in other places, but they're the same name. So you have Congo in Ghana, Congo in Ghana,
Kinge in Democratic Republic of Congo, Konga, Congo, Congolo, Congo in Mali, Congolo in Tanzania, Congolo in Ivory Coast. There's a Congo in Kenya, a Conga in Tanzania, of course, Congo in Angola. There's a Congo in Cameroon. There's Congolo in Democratic Republic of Congo with Congolo Moshi, Congolo Kakesi in Democratic Republic of Congo near Kasai Central, Congo or Kongu in Sierra Leone, Wow. Conga in Congo in Nigeria. There's a Congo A in Liberia. Donc là, sur ce Wow. tableau, on voit les différentes variations du mot Congo et ce sont des endroits qui se situent dans différents pays. Donc là, il a énuméré tout ce que l'on voit sur le tableau. Donc par exemple, au Ghana, il y a 2 endroits, l'un qui se nomme Congo, l'autre qui se nomme Kango. En République démocratique du Congo, il y a un endroit qui s'appelle Kenge ou bien Konga. Donc on voit avec cette liste-là les différentes variations du terme Congo et ce sont des endroits qui se situent dans tous ces pays-là qu'on voit dans la deuxième colonne. Pour mes frères du Mali, s'il vous plaît, vérifiez-moi ça et dites-moi que veut dire Congo chez vous. Congo ou Kongu. Donc dites-moi en commentaire ce que ça veut dire. Je suis bien curieux, mes frères du Mali. So Brother Mabali asking for the people native from the Mali, what do they know about the Congo meaning? What does it mean then? Continue. Yeah, go ahead, right. brother. So I'm showing all this to show you that the word Kemet is all over Africa in the Kim form and in other dialectical variations. Donc là, on voit bien que le terme Kemet est présent partout en Afrique sous différentes formes et différentes variations. So this further proves the Africanness and African origin of the word of Kemet and the people of Kemet, because they're using a word that they to name the place that they've been using all over Africa. Donc là, on voit la racine du terme Kemet qui est liée avec toutes ces nations, puisque c'est ce terme-là que l'on retrouve dans les langues de toutes ces nations aujourd'hui en Afrique. Laisse-moi poser une question. Brother Mali have a question. Go ahead. Bon, je t'avoue que mon frère, je n'ai jamais été fan des histoires des langues. À chaque fois que c'est la linguistique, les médunitaires, mon frère, c'est là où je dors le plus. Mais, dans ton cas, toi, je suis resté éveillé parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu avais envie de me dire. Mais jusque-là, ça me passionne. Mais est-ce que, en résumé, tu es en train de me dire que Congo ne serait que la version moderne du terme Kemet? En résumé? So I've never been a very big fan of all those linguistic document or review or something, but when I'm listening to you, I'm still awake. What you're saying is pretty interesting. So I have a question. Does it mean that the word Congo is just a modern way to say Kemet? It's yes. Well, it's not. Oh, let me go back. Okay. So this is how we reconstruct the earlier word. Kuru. Voilà This comment on restructure le premier terme. And so from this root came Congo, came Kemet. Et c'est de cette racine qu'est venu Kemet et c'est de cette racine qu'est venu Congo. Le terme Came Ko. Ganda, Cool. came Kanda. They all come from here. Tous les This termes word. viennent de cette première source-là. D'accord. Et ce terme-là, dont tu fais allusion, il fait référence à un lieu qui est proche, soit des rivières, soit de... comment ils appellent ça? De l'irrigation. En gros, c'est ça que tu veux me dire. So are you saying that this word, the first one, the one you showed on the previous screen, is making reference to a place close to a water or irrigation place? Yes. Ok. And there's still some languages that still pronounce the word in similar to this.
Et il y a encore aujourd'hui certains peuples qui utilisent ce terme court dans leur langue actuelle. So we have to understand this. The- we're going to call the mother language, Negro-Egyptian after Obinga. You can go and then I'll go. Non, c'est bon. Go ahead, brother. Okay. So from that mother language and culture, different dialects emerged over time and they spread out across Africa. Okay. And as time went on, these dialects begin to differentiate strongly from one another. Sorry, for the last part, you said those language? I'm saying that these different dialects that emerged from the mother language begin to be, the words in the language begin to be pronounced differently, so that the dialects came to a point where they couldn't understand each other. Donc là, il fait référence aux langues négro-égyptiennes comme étant la langue mère, mais qu'avec le temps, avec les mouvements de population, cette langue mère a donné naissance à différentes langues. Et avec le temps, ces langues, même si elles ont la même source, sont devenues distinctes les unes des autres, au point où celui qui parle une langue ne va plus comprendre celui qui parle une autre langue, alors qu'à la base, elles sont toutes issues de la même langue mère. So this is how you should look at these kind of correspondences. This is how Kikongo pronounces these ancient forms, but this is how the Egyptians pronounced this ancient form. Voilà comment on en arrive à cette variation-là, par exemple sur le Kikongo, mais on voit toujours sur la colonne du milieu comment c'était prononcé au tout début. All right. So in Kemet, and also, although these languages have spread out over time, they have been interacting with each other for that same time and borrowing words from one another. Même s'il y a eu cette distension avec le temps, ces différentes langues interagissent quand même les unes avec les autres, et certaines langues vont même emprunter des termes à d'autres langues et vice-versa. So this is how we get doublets in the language, different variations of the same word. Voilà comment on arrive à avoir dans la même langue différents termes qui veut dire la même doublons. chose. Oui. All right. So, here's the sound correspondences between Chiluba with KM and KM. And of course, here's Bukama in the Democratic Republic of Congo. But notice that it's also near a river. Ici, Right. on voit la ville de Bukama en RDC, et on fait quand même le lien sur le fait qu'elle soit proche d'un lieu d'eau. Alors là, mon frère, laisse-moi te mettre un pull-up. Rien que pour ça, là. You deserve a pull-up just for this one. Alors là, mon frère, t'as fait une recherche, quand même, pour justifier ton truc. Ça se tient. Du chapeau. You did a great research just to prove your point, so that's why you deserve a pull-up now. All right. And lastly, it doesn't stop there. So this is how the words become associated with family and the like, right? So I renamed Africa Bukanda after the research that I've done here. Après les recherches qu'il a faites, le terme Bukama est même associé à la famille, et voilà pourquoi il prend même l'initiative de renommer le continent comme Bukama. Mon frère, Bukanda, ce terme-là, il est énorme. Il est énorme parce que quand tu dis Kanda, c'est la lignée, c'est la famille, c'est le clan. Et une personne qui n'a pas de Kanda, c'est limite quelqu'un qui n'est même pas un être humain. Parce que chez les Africains, il y a
Muntu, mais il faut justifier le fait que tu es un Muntu. Donc tous les Muntu ne sont pas forcément des Muntu. Et un Muntu doit avoir le Kanda. Donc quand tu appelles le continent Bukanda, hein, c'est ça qu'il appelait ça, hein, il appelait ça comme ça en fait. Which word you use to Remets la rename slide. Africa? Can we have the slide back? Bukanda. Voilà. Yes. Bukanda, ce terme, il est lourd. Il est vraiment lourd. Donc je te dis chapeau pour ça. Voilà. Brother Mabali says that this word you choose to rename Africa is very powerful because Kanda means the family, the lineage, the way for the people to be all together. And if you don't have this, if you don't have any Kanda, that's me, you're not even alive. So this is why this word is very powerful. Exactly. And it's for those reasons. And of course, I have to do my due diligence in making the sound correspondences. So you can see that M also corresponds with Nd. Donc ici on présente le M qui veut dire qui correspond au Nd ici du Chiluba. Donc il doit approfondir ses recherches au niveau des sons, mais voilà en tout cas ce qu'il peut nous présenter aujourd'hui. So not only do we have KEMET, which we define as a country or irrigated land, but we also have in Chiluba, Chienkanda, piece of land, field, part of a field being plowed in a day or farmland. Donc quand on voit à gauche que l'Égypte est définie comme un KMT, définit un pays ou une terre irriguée, Chinkanda, donc à la colonne du milieu, désigne... comment? Antilouba. C'est ça. Sur la colonne du milieu, Chikanda, qui veut dire un endroit de terre, un terrain. Voilà, c'est comme ça qu'il fait la corrélation. Right. And so, of course, this is what he was speaking to earlier in Kikongo. Kanda, meaning community. Ekanda, meaning clan. And Chikanda, large family, you know. Donc là, ça revient à ce que tu disais sur la slide, donc Congo. Donc Kanda, c'est la communauté, et Kanda, c'est le clan, et Dikanda, c'est la famille au sens élargi. Right. And these are some other variations of the word with Ganda instead. But you can see that it means village or camp. I know I saw someone else in the chat saying it means outside, because it's dealing with land, it's dealing with the space and stuff out there. And residence for, Punu. So this is where the concept of land now is associated with the village, the community, therefore the family, right? And even in Mali, this is Dr. Hassimi O. Maega. And he wrote a book, it's in English, Balancing Written History with Oral Tradition. And he speaks about this place called Dakoi, Ganda, and it translates as the land of the Dakoi, right? And here's the French translation that you did. Okay. Sorry, brother, can you come back to the other one, the previous slide? Yes, on this one. Donc, sur cette slide, on voit les différentes variations du terme Ganda dans différentes langues. Et le point commun, c'est qu'il y a toujours cette notion de quelque chose d'extérieur ou un espace extérieur. Et c'est là qu'il explique que le concept de terre est maintenant associé avec le village, la communauté et la famille. Juste un frère, est-ce que je peux poser une question? Can I ask a question? Go ahead. Est-ce que il y a un lien avec Bukanda et Wakanda? Est-ce que il y a quelque chose? Is there any link between the words Bukanda and Wakanda? Parce que pour moi, quand j'entends wa dans ma langue, ça a un lien avec l'écoute ou la compréhension. Donc si je dis dans ma langue Wakanda, ça veut dire écoute ou comprend la famille, comprend le clan. Est-ce que dans ses recherches, est-ce qu'il a quelque chose? So, for example, in my language, when I say Wakanda, the prefix wa means listen or paying attention.
So in my language, if I translate Wakanda, that means I have to listen to the people, to the village. Did you did some research about this? The forms Wakanda wouldn't be Congo. It would be like southeastern Bantu. Like there's a few places, there's a few farms and things called Wakanda or Wukanda in South Africa, right? And so remember that the for the comics for Black Panther, Wakanda is in Southeast Africa, and so this is where they got the name from. And so it's no different than how we saw Boo and then Bo, you know, being the same prefix in the same area. Some will say Woo, but some will say Boo, and that Woo will turn into Wa. Donc là, il explique que le terme Wakanda ou Wukanda fait référence, se situe plutôt linguistiquement dans le sud-est au niveau du peuple bantou, pas spécifiquement au peuple Congo. Mais effectivement, là, il parle du préfixe wa et wu qui sont relativement la même chose. D'accord, frère. On peut So poursuivre. in the text, I show and I end showing that the words for land also double as the word for community and family. So these are just a few examples here, and here's the French translation. So in the Talensi language, the word ten means, you know, land and community. In Igbo, obodo, community, you know, patrilineal land and familiar land, right? In Dogon, Gina, family and line, but Ghana, you know, land and country. You know, in the Tiv language, Tar, you know, land and family. Doluo, Bini, land, nation, country. And in Proto-Bantu, Chi, ground, like country, right? And then Chi, habitant, person of. It's the same word. So you can see, you know, how words that sound alike can mean different things. So in Egyptian, Dinwit, family, but Dinu, like field, like a plot of land, right? And then this word's pot, you know, a sort of farm. And then pot, man, woman, humankind, mortals, a class of people and spirits. So you're seeing in Africa that there's a connection between land, community, family, and people. They use the same word. So that's how you can have Ganda meaning land, right? And it also means residence, you know, camp, field, inner, you know, whatever. And it can also, in the Kanda form, mean community, clan, family, lineage, etc. Right? So in Chiluba, that Kanda would refer to land. But in Kikongo, it survives as a word meaning community, family, and line. But they're both the same word. That's what I'm trying to get y'all to understand. Là, So- sur la slide, can you come back to the previous one, please? Donc ici, This one? yes, please. Donc ici, sur ce document, c'est là qu'il fait le lien sur le terme entre la terre et la communauté. Il précise donc qu'en dans différentes langues, pour différents peuples, on a toujours cette notion de terre, de communauté et de famille, même si les termes peuvent être assez différents, mais cette notion il reste la même. Right. So just to give you an example, you know, this that tiv word right here, tar, meaning land and family, and I'll have you read the French for the people and what that means. Donc ici, il nous présente le terme tar. You want me to read it, brother? No, you can read it. Go ahead. Ok. Donc, Tiftar est terre, famille. Le tar est le monde complet. C'est le corps et l'âme, la substance et l'essence, le passé, le présent, les gens avec leurs coutumes, leurs habitudes, leurs traditions intégrées des ancêtres, toutes les autres formes de vie et la terre sur laquelle ils vivent. Et aussi la réplique de cela avec les esprits des ancêtres
et d'autres avec toute la nature. And so you can see that how the word tar, means both land and family, but it is philosophically it means the complete world. In terms of the traditions and the ancestors, because ancestors are also associated with land, Donc, right? il Go explique ahead. ici le mot tar veut dire terre et famille, mais sur un plan beaucoup plus large, le mot tar signifie le monde dans sa globalité. Et là, il fait le lien avec les ancêtres. Go ahead, And brother, so please. that the Tiv language, the word tar is cognate with ancient Egyptian ta or ter, meaning land, in the word tarmeri. Là, il précise que le terme tar est un cagnette donc du ter, comme c'est précisé ici, qui veut dire terre et qui rappelle le terme également tameri. So you can see here that it means land as an element of the cosmos, earth, country, Egypt, soil in terms of the material, land, the ground, agricultural land, and buildable land. So that's really the deep meaning of even Kemet. It's a land with water and vegetation that we can build on. Donc là, c'est le terme qui est juste en bas des symboles. Donc la terre, il précise en tant qu'élément du cosmos, la terre, le pays, l'Égypte, le sol, entre parenthèses le matériel, terre agricole, terre constructible. Et c'est là qu'il fait le lien en précisant qu'en vérité, le terme beaucoup plus profond de KMT, c'est une terre irrigable qui est nourrie et sur laquelle on peut bâtir quelque chose. And this word ta is also cognate with Kemet. And we can prove it, with the sound meaning correspondences like we see here. Donc ici, il précise que le terme tar a une consonance également en lien avec le terme kemet, et c'est ce qu'on peut voir ici sur le tableau. Right? And also a different variation, chim or chim. You can see the language beginning to shift in terms of the pronunciation of the roots. Donc ici, on entend plutôt le son hum. And you say it's related how to the Chiluba language, for example? Oh, well, the Chiluba language is here as to show you that this T and this symbol here represents a nasalized uvular trill. You could just translate it as a type of R sound. D'accord. Right. Donc, So when you say ter in French, that's the same word. They're all the same word. Tar, ter, that's the same word. So in English, it's in the word territory, terrestrial, right? donc là, il nous donne l'exemple du mot terre en français ou territory en anglais qui ont la même source que le mot tar que l'on vient de voir sur la slide précédente. All right. So the Chiluba is here to show you that it's just added support for the word ter means Kim in ancient Egyptian. Donc là, en Chiluba, on voit bien que le terme terre. What you say again, brother? How you finished it? The word? That the TR in ancient Egyptian dialect A corresponds to KM in Egyptian dialect B. Donc on voit que sur la colonne dialecte A, donc le TR correspond au dialecte B, les lettres soulignées en rouge KM. And so in Chiluba, it corresponds to KM and GMB for the voice variant. This one's odd. This one is irregular, but that's why I have in the added slide here where the TR still relates to KM in Chiluba. So you can see the consistency. So we know that there was a sound change in dialect B in Egyptian because now it's a different form.
Donc, il fait le lien entre le dialecte A, le TR, le dialecte B, où il précise qu'il y a une variation. Et cette variation, on la retrouve maintenant comme en exemple dans la colonne 3 en Chiluba. Right? And so we have this other variant, KEMET, bank of a river, of a fortress. Donc, And ici, on présente Ikhemtiu. une Oh, sorry, go ahead. autre variante du terme Kemet. Do you have the French? Okay, this It's is right one. next to it. Fleuve et forteresse. Très bien, merci. Thank you. You're welcome. So there's different ways to say it. So these are just 3 ways of saying the same form, right? So Kemet is a pasturage with an abundance of grass and water. And in Sumerian, they would say Kiduru. This would be closer to Kita or Kiter in ancient Egyptian. So so damp soil, irrigable land, and then of course in Chiluba, Chiankanda, piece of land, field that has been plowed in a day, right? Agricultural land. Bon, ici, on voit une variation. Donc, de base, on parle de Kemet. On parle d'un pâturage avec une abondance d'herbe et d'eau. Ensuite, la langue sumérienne qui devient Kiduru, qui est un sol humide et une terre irrigable. Et ensuite, en Chiluba, on voit donc maintenant cette variation ici. Le Chinkanda, on voit pierre de terre, champ, un terrain ou partie d'un champ qu'on laboure en un jour. Entre parenthèses, donc les terres agricoles. And, you know, here's some other variations of the same word in Egyptian. I'll just leave that there for a second. You don't have to read it. And just wanted to, you know, to show that, you know, Kemet refers to what we call in English a riparian land. And it is a land with a river running through it that overflows its banks, and where cows and where people can live and congregate. That's essentially what a Kemet is. All right. And so with me renaming Africa, you know, here's just some other prefixes. So Kikanda would be the language. I renamed Kiswahili. So if we have a United States of Africa, you know, I argue that the national language should be Kiswahili, and we would call it Kikanda. And then, of course, the continent is Bukanda. You know, you as a person would be a Mukanda, and the people would be the Bakanda. And if we want to talk about thought, manner, and way, it would be Kikanda. Donc ici, il présente les préfixes et leurs différentes utilisations. Donc par exemple, pour présenter une langue, on mettra le qui devant. En exemple, le Kiswahili. Si on doit parler d'un continent, donc d'un lieu, on mettra le bu en préfixe. Si on doit parler d'une personne, on mettra le préfixe mu. Si on doit parler d'un peuple, en général, ce sera le préfixe ba. Et maintenant, si c'est une façon de penser ou une certaine philosophie, on prendra le préfixe qui. Ou le préfixe ti. Le ti et le qui, c'est la même chose. Oui. Pas vrai? Is the prefix ki and chi, are they the same in the last line when you say kikanda? Nope. This is the same key that would give you kind of land, but also the abstract or the way of doing something. So this is a different key. D'accord. But they're pronounced the same. Okay. Donc ce ne sera pas la même chose, mais ça se prononce de la même manière. Okay. And that's it for my slides. Eh bien, mon frère, je te mets un plan. J'avoue que ton histoire là, c'est quand même de la recherche. T'es pas venu ici nous dire des choses qu'on ne peut pas vérifier. Ça se vérifie. Après, je ne sais pas, moi je suis pas spécialiste des linguistes, mais tout ce que tu as dit, ça se tient. J'ai mis en commentaire tous les espions de l'Afrique. Tout le monde t'a regardé, tout le monde surveillait, et personne pour l'instant n'a contesté. Donc ça a l'air clean. Donc je te dis, frère, félicitations.
So, brother, you really deserve a pull up. That's the sound that you heard. Brother Mabali is not a specialist in languages, but still, we have African detective in the chat, and people took time to check what you said. And obviously, all the research you did is a great job because nobody has anything to say against what you show us tonight. So, I really appreciate your word. I appreciate you again for having me. Bon, frère, alors, il y a un livre que tu as écrit. Ça, c'était juste un petit aperçu, mais toutes les explications sont beaucoup plus claires dans ton livre. Tu peux nous montrer la couverture, mon ami? So there is a book coming. What you say tonight was just an introduction to your book. Can you show us the book you're going to release Yeah. next? It is called Race and Identity in Ancient Egypt, Volume 1, Towards an Etymology of the Place Named Kemet. Donc le titre du livre, c'est La race et l'identité dans l'ancienne Égypte, volume 1, à travers l'étymologie d'un endroit qu'on appelle Kemet. Ce que tu viens de nous montrer aujourd'hui, là, ces recherches-là, ça se chiffre en combien d'années? Those research that you show us, how long does it take to get to this result? About 25 years. I mean, certain arguments I came to a lot earlier, but certain details just arose within the past, 4 or 5 years. So, go ahead. Il dit qu'il ça lui a pris environ 25 ans de recherche. Certains éléments, il les a trouvés bien plus tôt, mais le résultat final, il estime que ça lui a pris environ 25 ans de recherche. Au niveau des États-Unis, comment ça se passe? Est-ce que tu es critiqué par rapport à ça? Parce que tu mets un pavé dans la mare, hein, c'est une expression en locodermie ici, là, en faisant ce que tu fais, ça remet tout en question. Je trouve que c'est courageux. Tu as dû te faire pas mal d'ennemis, non, je suppose? How it goes in the USA, do you have a lot of critics? Because what you did now is giving a new perspective of things that people was not searching deeper. So did you have any critics, any issue with the people with those research that you did? Of course. And this is on both sides. Because, of course, when you're arguing that Kemet doesn't mean black people, those who love Shekinah Job, are against you. And go ahead. I'm sorry. Yeah, il explique que bien sûr, en fait, il y a eu, il y a deux côtés des choses. Déjà, à partir du moment où tu dis que Kemet ne veut pas dire ne va pas en la terre des Noirs. La terre des Noirs, comme Shekinah Job le disait, tu te mets à dos toutes les personnes qui suivaient Shekinah Job. Then, when you're dealing with the mainstream Egyptologists, they're upset because, they've held on to a long-standing tradition, which hasn't been substantiated, and get those folks as well. Quand il a pris le parti d'aller à l'encontre de ce que les égyptologues les plus connus disaient, il a aussi eu des problèmes, mais il estime que ces égyptologues les plus connus se sont basés sur quelque chose qui était déjà présent et ils n'ont pas vraiment fait de recherche poussée. Donc, ils ne prenaient pas réellement de risques. Excellent, frère. Alors, on a compris un travail de plus de 25 ans. Tu viens de nous le proposer ici. Qu'est-ce que... Non, on s'est dit beaucoup de choses. Mais concernant ton livre, il est disponible quand? Il est déjà disponible? Is your book already available? No, it won't be available until August the 22nd. Il sera disponible à partir du 22 août. Et il ne traite que sur cette question de Kemet ou ça en fait partie et il y a autre chose dans le livre? Is your book who's coming is only related to the Kemet word, or is there any other topic on the book? It's primarily dealing with the word Kemet, but it's put into the context of the greater race discussion. So this is the first volume in a 3-volume set. There's 2 other books coming that have nothing to do with the word Kemet.
Donc, il explique qu'il y aura 3 volumes et que là, le premier, donc c'est sur le terme KEMET, mais qu'il va parler également du contexte autour. Donc, ce ne sera pas que le mot KEMET, puisqu'il y aura 3 volumes. Là, ce n'est que le premier. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et effectivement, 25 ans, tu ne peux pas venir qu'avec 2 pages. Ce n'est pas ceux qui vont te faire des critiques là tout à l'heure, qui n'ont même pas fait un travail de 10 ans. C'est 25 ans de travail et tu nous fournis plusieurs livres en plusieurs volumes pour nous expliquer cette histoire de KEMET. Frère, je te dis bon courage parce que tu vas affronter beaucoup de personnes. C'est comme ça. C'est la recherche, donc beaucoup de courage. Mais continue tes recherches, continue de prendre cette voie que tu prends. Je trouve que c'est courageux, mais il nous faut des gens courageux pour essayer de voir si nos anciens se sont trompés ou pas. Voilà ce que je voulais dire. So, Brother Mabali salutes that the fact that you give us 25 years of your life as a researcher to provide these 3 books, and you really took your time. So the people in the comment who ever have something to say didn't even spend 10 years doing what you did. So this is a very brave movement that you're doing now, and Brother Mabali want to salute this. You are very brave, and we need more people like you who can take the time to check what the elders says. It's not because they did something or they say something that we still have to go on that road. So Brother Mabali is very, very happy for the job that you're doing now. I appreciate it. Salute to him as well. Bon, frère, on arrive à la fin de notre discussion. En dehors de ton livre, as-tu 5 livres à nous proposer, soit en lien avec ton travail, soit tout simplement tu nous les conseilles parce que tu trouves que la communauté devrait les lire? So besides your own books, do you have any books you will recommend the community to have, and explain us why? Alrighty. Well, I gave you 5 titles, and I think y'all made a slide, so if you can show them. Yes. Do you see the screen? Yes. Okay. So, and again, they weren't in any particular order. So if the other one was first, we can go there. Donc, il n'y a pas d'ordre particulier, mais il va en tout cas vous présenter 5 livres qu'il vous recommande. Bon, les amis, on note. Faites des captures d'écran. Apparemment, il faut qu'on achète ces livres-là. Il peut partir. Go ahead, brother. All right. And so this first one that y'all have on the screen is in English, and it's called Conflict of Minds. And it is hard to find. And so if you can find it, good luck. But if you do, it's in English, and it is a very good text on the fundamental difference in thinking between the African and the European, and more specifically coming from the Zulu perspective in South Africa or Zania. And in it, he gives his Zulu cosmology, and it shows how ancient Egyptian cosmology relates to Zulu cosmology. Donc là, le livre, c'est Conflict of Mind. C'est un livre en anglais qui est apparemment difficile à trouver, donc bonne chance à vous. Dans ce livre, on nous présente les différences fondamentales entre la pensée des Africains et des Européens. Et là, le contexte, ce sera spécifiquement le peuple zoulou. On a également dans le livre un lien entre la cosmologie zoulou et la cosmologie égyptienne. All right. And then in Congo, in Inza, Yakunzungindila. I know I'm saying it all wrong, but the Mukongo and the world he inhabits or exists in essence, this is kind of the first text by Fukiao where he kind of explains Congo cosmology from an initiate's standpoint. Donc là, dans ce livre, il précise que c'est l'un des premiers textes du docteur Fulia. And what did you say about this book? Why did you recommend it? Because it is the first text really to explain Congo cosmology from the perspective of an initiate in the Congo tradition. Donc c'est le premier texte qui démontre la cosmologie Congo par un initié dans la tradition Congo.
And if you know what you're looking at, you'll be able to make some comparisons with ancient Egypt as well. Et si on sait ce qu'on cherche, on aura la capacité de faire des liens avec la cosmologie égyptienne également. Right. And y'all should already know Jean-Claude Mboli. Y'all have had him on the program. Bien sûr. And The Origin of African Languages, 2010, because this is the first text really to, apply wholeheartedly the comparative method when trying to link, African languages in a very broad sense. Donc là, il précise que on devrait tous connaître Jean-Claude Mboli. Et dans ce livre, on nous fait un comparatif des différentes langues et des différents peuples qui les pratiquent. Excellent. And, the Revelation Tiakani is by Mabika Kalanda, is a Muluba from the Democratic Republic of Congo. And this text really gives you some insight into the Luba religious and initiation system. Donc là, c'est le livre de Mabika Kalanda, La révélation du Tchakini, et ça nous donne plus d'informations sur les initiations du peuple Luba. And I highly recommend books that are written by people that grew up in the culture, speaks the language natively, and were initiated into their traditions. Il recommande généralement, grandement, de se procurer des livres écrits par des auteurs qui ont grandi sur leur lieu culturel, qui parlent leur langue et qui sont initiés à ce qu'ils veulent nous enseigner. All right. And this text by Muba Binge Bilolo, you can really just kind of read all of Bilolo. Go ahead, I'm sorry. L'auteur, donc, c'est Mubabinge Bilolo. Et le titre que vous voyez sur la slide, donc Invisibilité et immanence du créateur exemple de la vitalité de l'ancienne Égypte ou Sikam dans le Sienantu. And I recommend this text, just one of many, because it shows you, some linguistic experiments and the like that on how you can explain ancient Egyptian phenomena using Bantu cultures and languages. Ici, il recommande ce livre parce qu'il explique que ça nous permet en se basant sur la linguistique, de faire le lien entre l'ancienne Égypte et les cultures modernes, par exemple ici la culture bantoue. And I'm going to expand on this book and show the god Amen across Africa itself, not just among the Baluba. Okay. Do you have this book? Do I have this one? Are you talking to me? Yeah. Oh, sorry, I didn't see the slide. It's the same. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. So, and that's how they can contact me. That's my website and that's my email address. Donc ici, vous avez le moyen de le contacter. Vous avez son adresse email et son site internet. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin. Je vais dire à notre frère, merci pour cet échange. Merci d'avoir accepté de venir sur cette chaîne nous donner comment je peux dire ça, un aperçu de ton travail. Merci frère, merci pour ta disponibilité. Je te dis matondo. So thank you for your time, brother. Matondo, for bringing this highlight of all those research. And thank you for your time and your availability. Merci Thank beaucoup. you again for having me, and to your wonderful audience. And until next time. Merci au public qui te suit et puis à la prochaine fois. On est ensemble. Thank you. You're welcome. Bon, les amis, le frère... Bon, déjà, on va dire merci à Maman Bakouma, les amis, parce que la frangine, là,
À un moment donné, elle me faisait pitié. J'ai dit, bois de l'eau, ma soeur. À un moment donné, je lui ai donné à bouffer, en cachette, quoi. Parce que j'ai senti que la pauvre... Il faut dire que j'ai refusé. J'ai tendu des biscuits. Il m'a dit, non, ça va se voir à la caméra. ça va gâcher mon charisme. Donc, merci, Matondo, ma soeur, parce que vraiment, c'est beaucoup d'énergie. Les gens pensent que c'est facile. Et c'est facile ou pas? Non. Hein? Non. C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est pas facile de le faire. Mais le sujet déjà est difficile. Ouais, le sujet est le technique. sujet déjà est technique. C'est beaucoup de travail. Mais honnêtement, hein, la traduction là en 2 heures, c'est rien comparé à 25 ans de recherche. Donc en vrai, on y va, quoi. On y va et puis c'est tout. On va pas se plaindre. Exactement. Donc, merci les amis. Mais de votre côté, comment c'était les amis? Alors, j'avoue, c'est compliqué. Moi-même, je déteste, en vérité, ça vraiment, je vous le confie les amis, je déteste les trucs sur la linguistique. J'ai pas mal de livres ici, hein. Je les ai jamais lus. C'est les seuls livres que je n'ai jamais lus à la maison. Et j'en ai beaucoup, hein, parce qu'en fait, on m'en donne. Alors, beaucoup d'écrivains me donnent des livres, patati patata, bon, par respect, parce que ce sont des doyens. Je les garde et pour mes enfants, on ne sait jamais, peut-être que mes enfants, ils vont être là-dedans, donc je les garde. Mais les amis, ils sont tout neufs. Hein. Ils sont tout neufs. Je veux dire, je n'ai jamais ouvert une page. Dès que je commence à lire, j'ai l'œil qui commence à partir en sucette et je dors. Donc, et là, je me suis dit quand même si moi, j'aime pas la linguistique, j'aime pas ces débats-là, mais ça ne veut pas dire que parce que Mobali n'aime pas, que je ne dois pas partager. Il y a des gens, certainement. Alors, soit ils doivent critiquer le travail de ce frère, mais quand je dis critiquer, ce n'est pas être méchant. C'est faire progresser la science. Ou bien, soit s'il est dans le bon truc, de compléter ses recherches. Mais il ne peut pas, 25 ans de travail aux États-Unis, là-bas, tout est au fond du pays, et on n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc il faut aussi que nos chercheurs côté francophone, alors soit ils créent des liens, soit ils sont au courant de ces recherches, mais il faut créer une dynamique. Tu vois, il faut créer une dynamique, c'est ça la recherche, c'est ça la science. Donc je me devais, avec ma sœur, pour traduire, vous faire au moins découvrir ça pour que les spécialistes en médounéter, vous prenez des décisions, quoi, pour voir ce qu'il y a. D'accord? Ici, c'est pas ici d'être méchant. C'est pour ça que j'ai dit, s'il y a des gens, vous sentez que le frère, c'est pas du tout du bon, c'est pas la peine de mettre en commentaire parce qu'on n'apprend rien. Il y a 25 ans de travail, vous n'allez pas venir critiquer en 2 phrases quand même. Si c'est 25 ans, vous avez fait 25 ans de travail, 10 ans de travail, venez avec les slides. Nous, on veut apprendre. On est là pour apprendre. On ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce qui nous fait évoluer, c'est le plus important. Donc, s'il y a des trucs, c'est pas du tout du bon, ça sert à rien d'être méchant. Venez sur la chaîne, je suis Mobali, vous m'appelez. Mobali, je veux que tu me réserves 2-3 heures. Je viens avec mes livres, je viens avec mes slides et je viens rétablir la maths, comme diraient les autres. Tout simplement. On est là pour... Ben oui, nous, on est là pour apprendre. On n'est pas là pour être méchant. Donc, voilà. Mais merci quand même. J'ai vu que dans les commentaires, alors je ne sais pas si la BAC, elle a réagi, mais c'était assez calme. Sauf qu'il y a une personne qui a réagi quand j'ai dit encore les Camerounais, qui a cru que Mobali, c'est un nationaliste, tribaliste. Je ne suis pas dans tout ça. Cette chaîne, d'ailleurs, est bourrée de Camerounais et j'en suis très content. Et d'ailleurs, je vais même au Cameroun d'ici là. Donc, il ne faut pas me faire ce procès. Les gens qui me font ces procès-là, c'est des gens qui viennent de me découvrir. Mais toutes les personnes qui connaissent Mobali savent bien que déjà moi-même, je kiffe les Camerounais. Donc, vous n'allez pas me faire ce procès-là. Cette chaîne, il n'y a que ça. Donc, quand je dis encore des Camerounais, c'est pour dire que encore des frères du Cameroun qui sont actifs dans le kémétisme. Voilà ce que je voulais dire. Voilà que cette personne, ce qu'elle n'a pas compris. C'est vraiment dommage. Hein. On attend juste une phrase qui vous choque pour commencer à chercher des complications. Ah, les noirs. Là où il y a le caca, c'est là où vous reniflez. Hein? Là où il y a le caca de fuir, non, il y a comme des mouches. Dès qu'il y a un peu le goût de la merde, c'est là où tu dis... Ah, j'ai entendu de la merde. Et maintenant, je vais créer du savoir. Non, mais les amis, faut pas... Je vais vous appeler les mouches kamites. Après les camoustiques, il y a les mouches kamites. C'est-à-dire c'est les mouches à merde, mais des kamites en même temps. Bref, sur ce, les amis, on fait quand même un petit vote. J'espère que vous n'êtes pas endormis, hein, parce que j'avoue que c'est un moment, moi, je bouffais. Je vous le dis honnêtement. Un moment, je me suis déplacé, je suis allé au salon, je suis allé boire. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur. J'avoue, c'est dur. Donc, les amis, comment vous avez trouvé l'émission, cet échange-là sur les médounéter, son travail, comment vous l'avez trouvé? Mettez 5 pour dire que c'était bien, c'était pas mal. À suivre. Mettez 2 à Mobali. Non, c'est chaud, on n'en veut plus. Donc, on y va, les amis. Moi, je mets 5 parce que c'était intéressant. Je mets la musique du stress et on est parti, les amis. On y va, on vote. On vote. C'est la voix du peuple, les amis. Sans mon peuple, moi,
je sais pas ce que je fais. Donc j'ai besoin que mon peuple soit satisfait. Comme ça, je sais que ce que je fais, c'est pas une perte de temps. Allez les amis, on vote. Maman, bon, comment tu peux voter hein, avec ton téléphone, bien sûr. Les amis, on vote. Le vote est obligatoire. Vous avez pas entendu? Faut voter. Faut pas me regarder comme ça. Donc je vois les 5 défiler. On me dit, oui, Movali. On s'est endormi, mais on avait quand même l'autre œil ouvert et la glande pinéale était activée. Donc c'est ce qu'on me dit. Oui, les amis, oui. Mais c'était pas mal. Hein. J'avoue que le frère, ça se voit quand même qu'il y a de la recherche. Parce que quand il commençait à parler du Congo, comme je connais un peu la langue, donc je vérifiais en fait. Je voulais être attentif pour voir s'il sait de quoi il parle. Mais j'avoue, en dehors du terme Congo, où j'avoue, je ne suis pas très convaincu avec son truc sur Wikipédia. Bon, j'ai un petit... voilà, je ne suis pas convaincu, mais tout le reste, ça se tenait, d'accord, c'était clean, c'était propre. En dehors du terme Congo, là, sa définition, là, j'ai senti que ça sentait pas le parfum. Ça sentait pas le parfum. Mais peut-être que, on sait jamais, peut-être qu'il a raison aussi, d'accord. Mais voilà, j'étais un peu. Ok, donc je vois les 5 défiler, donc c'est du bon, les amis, ben, c'est fait. Demain, on est ensemble. On se retrouve... Ah merde, attendez, je voulais vous parler aussi d'un truc, vite fait. Demain, on se retrouve avec le frère Tot. D'accord? On se retrouve avec le frère Tot et ça va être génial. Il y a 2 choses que je vais faire. La première, c'est qu'il y aura un live qu'on va faire en direct dans un restaurant. D'accord? On avait fait ça à l'époque, c'était avec le frère... c'était... Hein? Avec Marshall. On avait fait ça dans un restaurant à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était nombreux. En même temps, il y avait le live et on bouffait en même temps. Et il y avait aussi le cas du frère, l'égyptologue américain. Là, c'était... Ah, j'ai oublié son nom. Un égyptologue américain là, qui était venu. Et puis, on avait fait la même chose, le même restaurant. On s'était retrouvés là-bas, on avait mangé. C'était vraiment très bien. Donc, comme là, c'est l'été, il fait chaud, on est enfermé dans les pièces. Je me suis dit, non, ça serait bien de relancer ce concept. Donc, on va relancer ça. Et là, ça va être avec le frère Franco. Donc, attendez, je vais vous mettre l'affiche et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. D'accord? Je vais vous expliquer exactement ce qu'on va faire et comment ça va se passer. Voilà, je suis là. Donc, le frère Franco, que vous connaissez très bien, il va nous faire un sujet sur le rôle de l'éducation dans l'afro-activisme. Ça va se passer le 22. Donc, ça va être un nouveau restaurant qu'on a ouvert, c'est pas moi qui l'ai ouvert, qui est un restaurant KEMET qui vient d'ouvrir ses portes et qui s'appelle Diaspora. Et les amis, je vous invite de taper le mot Diaspora. Alors, je l'épelle pour vous parce qu'en fait, il y a une subtilité. Et s'il n'y a pas cette subtilité, les amis, c'est pas du tout du bon. Donc, Diaspora, vous l'écrivez avec un S à la fin. D'accord ? Vous regardez, vous tapez restaurant Diaspora, donc c'est un nouveau restaurant KEMET qui vient d'ouvrir et donc on va faire cette émission là-bas. Donc toutes les personnes qui veulent assister à cette émission entre un petit poulet, un petit poisson, un petit manioc et tout, on se retrouve là-bas, d'accord? Donc il y aura l'émission qui va se faire, mais en même temps on bouffe, ok? Les menus pour une bonne assiette, 15 €. Franchement, pour 15 €, on mange. On va bien manger pour 15 €. D'accord? Donc, on se retrouve là-bas le 22. Essayons d'être un peu à l'heure. Comme ça, à 19h tapante, on lance le live. Donc, essayons d'être là un peu plus tôt, le temps de s'installer, le temps de brancher les appareils, que tout le monde ait sa place, son assiette, tout cela. Et après, dès qu'on est bien là, on branche les caméras et on lance le live. Et on mange, et on fait nos trucs, on fait nos photos, on fait nos machins, trucs ensemble, peinard, on en profite, d'accord? Donc je le répète, c'est le 22 les amis, on se retrouve tous sur Paname, restaurant Diaspora. J'ai fait le flyer, j'ai fait le truc, vous allez voir sur communauté, vous allez sur ma page Facebook, vous allez sur ma page Instagram, d'accord? Vous aurez l'information, vous aurez l'adresse, vous aurez tout, d'accord? Donc là je mets la fiche un peu en grand au cas où, quand vous voulez faire une capture d'écran. Donc voilà. Donc les amis, on se retrouve tous là-bas. C'est métro Réaumur, Sébastopol, c'est la ligne 4. D'accord? C'est pas très loin de Châtelet en vérité. Donc on y va, on sera tous là-bas le 22. Ensuite,
pareil. Alors ça, il faut que je revoie parce que j'avais complètement zappé. On fera le même événement, mais ça sera dans la galerie de la sœur Sanchez. Vous savez, on a fait déjà un live ici, la sœur Maafrika. Donc pareil, elle a un truc aussi à faire dans sa galerie. Donc on fera le live dans la galerie. Donc en même temps qu'il y aura la galerie, j'aurai un petit coin, une petite table et je ferai le live là-bas. Donc les amis, j'ai pas encore fait l'affiche, mais pareil, je vous donnerai la date. Donc en gros, ce que je veux dire, il y aura quand même beaucoup de live en extérieur, dans des lieux, soit des restaurants, des endroits des Kémites. On va se retrouver en vrai avec mon public. On va discuter et puis faire le live en même temps. Ok ? Voilà un peu ce que je voulais dire. Sinon, on se retrouve demain à la même heure, d'accord ? À la même heure, aux environs de 19h. Et cette fois-ci, ça va être avec le frère Tot. On parlera de la sexualité kémite et tout cela, et tout cela, et tout cela. Ok, les amis ? Sur ce, je vous quitte avec un générique. Merci Mama Bakuma. Merci à toute l'équipe Muntu. Ah oui, ceux qui ont bien aimé la chronique, c'est le 8, il me semble. Donc le 8, pareil, vous aurez la suite des Zoulous. Et cette fois-ci, Maman Bakuma, vu que c'est toi tu fais partie des personnes qui vont exposer, tu peux nous dire plus ou moins de quoi ça va parler cette fois-ci, la suite ? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a quand même au début parlé de l'Afrique du Sud dans un contexte colonial. On a ensuite parlé de Chaka et des rois qui l'ont précédé et qui l'ont succédé. Et là, on va principalement s'axer sur les 2 ou 3 principales batailles de Chaka et des Zoulous sur une période de 20 à 30 ans. Ok, les amis. Donc, vous voyez, c'est passionnant. Bon, c'est pas 30 ans de recherche, mais c'est des recherches quand même. C'est des insomnies, c'est des CD. Et ça mérite, les amis, que vous puissiez écouter ça. Donc, je vous donne rendez-vous pour cette chronique le 8. D'accord ? C'est le 8, les amis. On est ensemble. Sur ce, les amis, je vous quitte avec un générique, tout simplement parce que je suis un professionnel. Au TEP. Peut-être.